Donc bonsoir à tous, je m'appelle Arnaud Van Malberg, je suis ingénieur de formation et je suis consultant sur les thématiques autour de l'adaptation et la résilience des territoires vis-à-vis des changements climatiques. Je vais aujourd'hui vous parler donc de climat, c'est ça qui nous réunit, et je vous remercie de prendre un peu de temps pour justement prendre le temps de se renseigner sur ce que dit la science, sur ces sujets. Et on va commencer, plutôt que de m'introduire avec mes propres mots qui sont un peu pénibles, je vais plutôt laisser aux mots justes de François Gémen et Julia Steinberger qui sont au GIEC et qui vont mieux exprimer ça que moi. Ça se passe de l'image. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, all the way from Tokyo, Japan, the Euromeister, Mr. Takeo Ishii. Vel ich bin auf Bäume gegangen, hab mal mein Baby Hand gefangen, mein Baby Hand gegeben, mein Baby Hand ja so wie Je vais vraiment vous parler de climat, mais je vais vous en parler à la façon d'un conférencier qui fait des conférences chiantes. Je peux faire des conférences chiantes. Si on me le demande, je peux intervenir pour faire des conférences avec un magnifique PowerPoint. Je mettrai mes plus belles chaussures pointues, mon plus beau costume et je tiendrai le langage châtié du consultant. Et je pourrais du coup vous parler de toutes ces questions climatiques. Ce sera beaucoup plus juste que ce que je vais vous dire ce soir. Parce que ce que je vais vous dire ce soir, c'est des fois des approximations, des ordres de grandeur. Dans l'ensemble, tout est bon. Mais disons que je vais passer sous le chapeau certains détails vis-à-vis de tout ce qui est changement climatique. C'est un sujet qui est assez compliqué, c'est pour ça que je vais me permettre de faire ça. On n'a pas non plus toute la nuit. Pour vous aider, pour le concept d'ordre de grandeur, ce que je vais dire est dans l'ensemble à peu près juste. Pour aider à comprendre, pour m'adapter aussi au public, c'est un peu comme quand on vous dit qu'on va vous donner 50 € de salaire net en vous enlevant 150 € de cotisation patronale et sociale. En ordre de grandeur, on vous a enlevé 100 € de cotisation. Voilà. C'est plus rapide, on arrive au même résultat. Donc, je vais faire une conférence gesticulée où je vais vous parler donc, de questions climatiques qui ne sera pas absolument exacte et qui va en fait utiliser également pas mal mon vécu. Alors, je vais les dire avec mes mots. Il se peut que je parle vite. Certains vont s'en rendre compte. Alors, pour les adeptes de la communication non verbale, vous me faites un truc comme ça, je comprendrai. Pour les adeptes de la communication très violente, vous me faites un truc comme ça et je comprendrai aussi. Et également, dans ma conférence, je vais parler entre autres de morts. Il va y avoir des morts. Il va y avoir du deuil un peu dans ma conférence. Et ça peut peut-être un peu remuer les personnes qui n'y sont pas forcément... qui ont peut-être vécu des choses un peu traumatisantes récemment. Moi-même, ça me touche à chaque fois. C'est terrible, mais c'est très touchant. Donc... Alors, pour vous parler un peu des questions climatiques, je vais vous parler un peu de mon histoire. Et mon histoire, je vais la faire commencer aux alentours de l'année 2008, où mes parents ont décidé de déménager. J'étais pas très âgé à l'époque, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et mes parents ont décidé de déménager dans les Pyrénées-Orientales, parce que tous les deux étaient très fans de nature, très fans de montagne. Ils nous ont en fait, de manière générale, élevés, moi et mes 3 petits frères, beaucoup en contact de la nature. On avait à chaque année des randonnées de 4-5 jours dans des paysages qui ressemblent un peu à ceux que vous voyez aujourd'hui dehors. J'ai appris plein de trucs sur de la géologie dont je n'ai pas la moindre idée de quoi ça sert, ni comment je pourrais un jour l'utiliser, mais je peux vous donner l'ordre de dureté des différents cailloux. Voilà. C'est très bien. Je peux vous donner la distinction entre la feuille du chêne et la feuille du charme, la feuille du hêtre et la feuille du charme. Mon père me répétait régulièrement que le charme d'Adam, c'est d'être à poil. Le charme a des petites dents et le hêtre a des petits poils, même si leurs feuilles se ressemblent. Vous pourrez briller en soirée la fois prochaine en prenant 2 feuilles. Bon, j'ai appris plein de trucs à peu près inutiles comme ça, mais en fait, voilà, parce que nos parents aimaient bien nous amener dehors et nous transmettaient tout ce qu'ils connaissaient. Mon père était en fait ingénieur forestier, et ma mère était institutrice, et elle, son délire, c'était de ramasser des coccinelles pour les faire grandir avec ses enfants en classe. C'est des petites sections, moyennes sections. Et derrière, les enfants étaient très contents, et nous, on était très contents aussi d'avoir des papillons, des coccinelles et des tas de machins. Je ne sais pas ce qu'ils en foutaient après, mais en tout cas, voilà. On a donc grandi plus ou moins dans la nature et mes parents voulaient se rapprocher encore plus de tout ce qui était montagne. Et on est parti en direction des Pyrénées-Orientales où mes parents ont acheté une maison. Et c'est un peu le début de mon histoire. À partir de là, on va être un peu coupé des lieux de notre enfance avec mes frères. On va se trouver un espèce de nouveau foyer dans les Pyrénées-Orientales. C'est très bien. Alors c'est à 1800 mètres d'altitude dans une montagne. Enfin, je sais pas. Les Pyrénées-Orientales, vous voyez où c'est, ça va ?
Mes parents rêvaient d'arriver à Prades, mais c'était un peu cher, et ils ont atterri plutôt du coup un peu plus en hauteur. Prades, ça vous parle? La ville de Jean Castex. C'est lui. Donc, mes parents étaient là-bas, étaient très contents, voulaient un jour déménager plus bas quand ils seraient vieux, parce que bon, le froid l'hiver, tout ça. Voilà. Je vous place un peu le décor. Moi, là-dedans, j'avais un père qui était ingénieur forestier, et du coup, de manière générale, il avait très très envie que je devienne ingénieur. C'est plus facile quand on a nos parents qui sont derrière et qui rattrapent le soir tout ce que on n'a pas compris le jour. Donc, ça fait un truc très classique, hein, c'est que je suis moi-même devenu ingénieur, en ayant un poulet sur la tête aujourd'hui, mais m'en débarrasser. Je suis devenu ingénieur en faisant un cursus de classe prépa, école d'ingénieur, puis une société de prestation de services dans une boîte à la con, la classique. Voilà. Alors je suis arrivé dans cette boîte, donc moi j'avais toujours été un peu propulsé par l'image de mon père. Ok, mon père est ingénieur. Je suis l'aîné de ma fratrie, j'ai oublié de préciser, ça peut avoir son importance. Parce que du coup c'est un peu moi qui ai fait tous les pots cassés de l'ego des instits qui regardez la fille de notre collègue, elle a sauté une classe, pourquoi notre enfant ne sauterait pas une classe? Du coup j'ai sauté une classe, ce qui signifie que je suis un génie, évidemment. Donc j'étais l'aîné, j'ai fait un peu les pots cassés, je suis parti sur le cursus d'ingénieur et voilà, pouf, je travaille dans une boîte en me disant que je vais être comme mon père ingénieur. Et quand moi je regardais mon père être ingénieur, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était particulièrement chouette. Il était utile, il avait l'air d'avoir plus de connaissances que les ouvriers, donc c'était dans la forêt. S'il n'était pas là, ça avait l'air d'être grave, il réglait plein de problèmes. Genre, s'il n'était pas là, il savait plus utiliser les outils, je pense. Il devait y avoir un truc comme ça. J'ai jamais vraiment pu avoir le fin mot de l'histoire, et j'ai jamais vraiment pu non plus comparer mon expérience du monde de l'ingénierie avec la sienne, pour la bonne, quoique mauvaise, raison que mon père est décédé en fait avant la fin de mes études. Je suis arrivé j'étais en école d'ingénieur à Marseille, entre ma deuxième et ma troisième année, mon père est mort dans un accident, des choses qui arrivent à la plage. Et en fait, mon père était depuis un moment sous antidépresseur, était depuis un moment particulièrement fatigué, particulièrement épuisé, parce que il avait une situation familiale qui était un peu complexe à vivre. J'ai donc pas pu comparer ma vision de l'ingénierie à la sienne. Et ma vision de l'ingénierie, elle était assez malheureuse, parce que donc moi je travaillais dans une boîte, une PME qui fait des avions à Toulouse, ça doit vous parler. J'étais en prestat de service et j'étais supposé donc développer des solutions logicielles pour permettre aux gens qui vérifient que les gens qui vérifient que les gens qui travaillent. Ce qui est un métier très utile, voire nécessaire. En tout cas, c'est bien payé. C'était autant payé que mon père en fin de sa carrière et plus payé que ma mère finalement jusqu'à la fin de la sienne. Et quand je me suis retrouvé dans ce travail-là, j'ai pas pu vraiment comparer ce que je vivais à ce que mon père vivait. Il n'était plus là. Et du fait qu'il n'était plus là, il y avait un autre vide qui s'était créé. Mon père, en fait, comme je vous disais, gérait une situation familiale un peu compliquée. En l'occurrence, donc on est 4 garçons. C'est déjà compliqué. Du coup, en fait, on avait notre mère surtout qui était atteinte de la maladie de Parkinson. C'est une maladie neurodégénérative. Et pour ceux qui ont suivi la conf d'hier, c'est pas bon signe. Il y a dégénératif ou évolutif. C'est une maladie qui évolue lentement jusqu'à ce que ça aille de moins en moins bien et que ça ne fonctionne même plus du tout. Mon père gérait ça comme il pouvait depuis un certain temps. Et quand il est parti, moi j'étais l'aîné de ma fratrie. J'avais 3 petits frères dont 2 qui étaient mineurs. Et on s'est retrouvés là à se dire, comment on gère ça? Et moi je me posais cette question-là quand j'étais derrière mon ordinateur à me faire chier, à faire mon travail inutile. Parce que quand on a des problèmes comme ça en parallèle dans la vie, on s'en cherche d'autres. Et puis quand on est au travail, on y pense. Mais des fois, quand on est au travail, on n'a pas d'autre choix que de faire semblant de bosser ou d'être sur l'ordinateur. On ne peut pas passer des coups de fil pour appeler si le médecin des médicaments psychiatriques de ma mère, l'éducatrice spécialisée qui s'occupe de mon petit frère qui avait 12 ans à l'époque. Non, quand on est derrière un ordinateur, on est supposé faire un minimum semblant de travailler. On ne peut pas être tout le temps en train de s'occuper de sa famille. Du coup, j'ai traîné sur mon ordi. Et que fait un ingénieur qui traîne sur son ordi en s'ennuyant, en cherchant une forme d'échappatoire? Il se trouve d'autres problèmes, et en l'occurrence, ça a été le climat. Donc je vais vous parler ce soir. Si vous doutiez que le climat était un problème avant tout d'ingénieur qui se fait chier, c'était particulièrement mon cas. Mon métier m'ennuyait tellement que j'en étais à un point où j'essayais de maximiser tout le temps que je pouvais passer aux toilettes, appliquant la célèbre doctrine de Lao Tse, je crois, qui disait en son temps que tout temps passé sur le trône ailleurs qu'à ton travail est une insulte à ton temps libre.
J'ai maximisé. 138 € tous les mois pour faire caca. Bon. Voilà ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, quand je découvre les problèmes climatiques, quand je découvre ce dont il s'agit, un peu l'énormité de la chose, j'en parle d'abord à mes collègues, automatiquement, ça devient mon cercle social principal. Ma famille est un petit peu éclatée. J'ai mes petits frères qui sont avec ma mère dans les Pyrénées, j'en ai un qui fait ses études ailleurs, qui est post-bac, et moi qui suis à Toulouse. Et de manière générale, avec mes collègues, on n'a pas exactement la même sensibilité sur le sujet. Peut-être notre employeur influe. Ils ont une certaine croyance sur l'innovation, sur les tas de choses qui sont fascinantes, et ils ont une certaine promptitude à ne pas s'intéresser à certains sujets qui débordent de ce qu'on nous demande habituellement, c'est-à-dire être présent à 18h, être parti à 19h, avoir gagné beaucoup d'argent tous les mois et claquer nos 5 semaines de congé en allant dans un endroit où on peut utiliser nos beaux euros pour acheter tous les services qu'on n'oserait pas demander en France tellement c'est indécent. Et donc de manière générale, j'ai pas énormément d'échanges avec eux. Les échanges sont sur l'efficacité technologique, c'est des débats de pointe qui évitent un peu les sujets de fond. Et c'est un peu bizarre, il y a une forme de déni qui va s'installer. Une forme de déni, puis de toute façon, après tout, qu'est-ce que tu t'emmerdes? On va aller au bar avec les collègues, c'est quand même intéressant. On va faire un laser game pour faire du team building et tout. Bon, ce qui en soi n'est pas cool. C'est cool quand même, mais bon. Mais je vais me retrouver en fait à part quelques collègues qui partageront mes problèmes, qui partageront mes préoccupations et qui d'ailleurs, quelques années plus tard, ne sont plus dans l'entreprise où j'étais à l'époque. À part quelques collègues dans l'ensemble, la plupart des gens s'en foutaient un petit peu et avaient même des petits plaisirs, des petits trucs qui les occupaient et qui faisaient qu'ils s'en souciaient pas. C'était un peu, moi je me disais un peu, les continents continuent de s'enfoncer, la Terre cherche une façon de nous effacer, les gens pigent pas, ils s'en fichent ou s'enfilent des cachets pour afficher un air détaché. Peut-être qu'ils essaient d'éviter d'y penser tous les jours en cherchant du fric à dépenser dans les bars pour y boire, pour être sous, pour être fou, pour être un tout petit peu ce qu'ils étaient au départ. Ils portent le poids de l'ennui, marchent dans le noir sans un bruit, et puis, un soir, ils croient enfin apercevoir un phare dans la nuit. Je vais m'aider régulièrement de chansons, c'est pas de moi, c'est de Zippo, un artiste que je vous remettrai un peu plus tard, parce que faute de trouver des gens qui partageaient mes questions, je vais trouver des gens qui mettent des mots dessus. Et du coup, je vais vous partager plusieurs musiques ce soir. Bien. J'ai un joker pour le fait de parler vite. Alors, pour bien comprendre du coup ce dont je vais vous parler ce soir, il faut déjà comprendre un minimum quel est le sujet climatique. Le sujet climatique, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait la fresque du climat dans cette salle? Quelques-uns, du coup, forcément. Alors, c'est facile, c'est des cartes qui vous montrent les causes et les conséquences, on les met bout à bout, on trouve et on comprend le problème climatique. Comprenons donc ensemble que les activités humaines, l'industrie, les transports, les bâtiments utilisent des énergies fossiles qui émettent du CO2, qui font que la concentration en CO2 augmente. Quand vous couplez ça à l'agriculture, qui provoque la déforestation, vous avez des puits de carbone qui diminuent, des gaz à effet de serre qui sont rajoutés, un effet de serre additionnel, un forçage radiatif, dont le budget énergétique se répartit dans les océans, sur la Terre, ce qui fait monter les eaux. Vous avez des submersions, des sécheresses, des canicules, des crues, des incendies, des cyclones. Ce qui est le premier point. Parce que derrière, vous avez une partie qui se dissout dans l'océan, l'acidifiant, provoquant des problèmes de calcification, le corail ne se forme pas, les phytoplanctons ont du mal à vivre, la biodiversité se casse la gueule, et en parallèle, vous avez les glaces qui se mettent à fondre, les calottes polaires ainsi que les glaciers, ce qui perturbe le cycle de l'eau, vous avez moins d'eau douce, la biodiversité qui ramasse, les vecteurs de maladies qui prolifèrent, une baisse de rendement agricole, des famines, des problèmes de santé, des réfugiés climatiques et des conflits armés potentiels. Ce qui peut encore être mis en lien avec les différents aérosols qu'on peut avoir qui polluent l'atmosphère, l'artificialisation des sols, le trou dans la couche d'ozone, l'eutrophisation, les pesticides, les pluies acides, l'érosion des côtes, l'effet albédo, le réchauffement des pôles qui diminue le gradient thermique, augmentant les phénomènes thermiques, les phénomènes de circulation où il se met à faire chaud quand il devrait faire froid, froid quand il devrait faire chaud, le Gulf Stream qui se met à s'inverser, la saturation des puits de carbone, la désoxygénation des océans, le permafrost, l'éclatrate de méthane, bref, des trucs qui en fait finissent par s'emballer. Il n'y a plus besoin de nous à la fin pour que ça devienne n'importe quoi. Vous pouvez le refaire avec des professionnels en 3 heures. Évidemment, ce que je veux vous montrer avec ce petit jeu, c'est que c'est un problème complexe. Il y a plein de boucles partout, il y a plein de rétroactions. Quand on a trouvé une solution pour un problème, ça aggrave un autre. C'est un vrai bordel. Et il y a des personnes entières qui dédient leur carrière et ils n'ont jamais vraiment tout compris. Enfin, c'est vraiment particulièrement bluffant. Et quand vous avez des problèmes complexes comme ça,
vous avez toujours des personnes qui ont des solutions, qui sont faciles à mettre en œuvre, sur le papier c'est l'air très efficace, et c'est faux. À la fin ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y en a plein qui vous disent qu'on va s'adapter, qu'on va innover, qu'on va faire ce genre de choses. Alors ça, c'est la première partie du problème. C'est le climat. Mais il y a une deuxième crise en parallèle. Je vais m'arrêter à 3. La deuxième, si je vous dessine ceci, vous pensez à... Ouais, vous êtes loin, je suis désolé. Vous voulez que j'avance un peu ? Allez. Alors il y en a qui me disent des fois un champignon nucléaire et je suis extrêmement déçu. Voilà, j'avais la centrale nucléaire, on n'était pas loin. C'est un arbre. Avec mon grand talent de graphiste, je suis freelance en graphiste et autodidacte. Donc dans cet arbre, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Des fruits, c'est une bonne idée. On en met plusieurs ? Bah ouais. Des pommes, des poires, des Scooby-Doo, enfin plein de trucs. Alors vous avez du bois, effectivement, ce truc-là va être composé de carbone, de bois, des trucs comme ça. Ok. Des feuilles, de l'oxygène, ouais, alors c'est vrai. Bon, c'est relativement négligeable, mais ouais. Voilà, vous pouvez avoir des insectes. Alors eux, ils vont peut-être plutôt être au niveau du sol. Hein. Vous en avez qui rampent, vous en avez qui volent, vous en avez qui vous font chier, vous piquent en rando, enfin, plein de trucs. Ok, mais du coup, autour de cet arbre qui provoque un peu d'ombre et qui surtout a des racines fort sympathiques qui vous permettent de récupérer de l'eau, là, du coup, vous avez derrière plein de petites fleurs qui se mettent à pousser, c'est très bien. Pachamama, elle est vraiment, vraiment cool, elle nous fait tout ça, c'est fascinant. Il y a des arbustes aussi. Vous avez des petits arbustes, vous avez, bon c'est une tortue ou un hérisson selon comment vous regardez, vous avez des oiseaux, avec un style épuré. Bref, il y a plein de choses en fait dans ce truc-là. Des nids aussi. Vous avez des cabanes. Vous pouvez même avoir des enfants qui jouent dedans. C'est beau à en pleurer. C'est beau à en pleurer. Donc, du coup, dans cet arbre, il est là, il est très sympathique, il est constitué de carbone. Et il stocke le carbone, ce qui est très bien pour la question climatique, parce que ça permet de stocker. Mais que se passe-t-il si, par exemple, quand il a bien stocké le carbone, vous le coupez pour faire autre chose, parce que comme ça, le stock carbone, vous allez le mettre ailleurs. Que se passe-t-il si vous coupez l'arbre ? Alors, ça dépend ce que vous en faites. Si vous le brûlez, il va libérer le carbone. Si vous le laissez se décomposer, il va libérer le carbone. Non, mais surtout pour tout le reste qu'on vient de dessiner, là. Et ouais, qui vivait dans l'arbre ? Les oiseaux, qui du coup dégagent. Que mangeaient les oiseaux ? Les insectes, qui quant à eux prolifèrent, ainsi que les petits mammifères, qui également, s'ils n'ont plus d'oiseaux pour les bouffer, peuvent se mettre à proliférer. Si ça rappelle à des agriculteurs la question du remembrement, c'est normal. Que se passe-t-il du coup si vous avez par exemple plus d'arbres, plus ce truc-là, potentiellement les insectes se mettent à bouffer tout ce qui passe. Voire juste, vous n'avez plus la capacité de remonter la flotte, vous avez tout le reste qui s'effondre, puis quand il n'y a plus rien, de toute façon, les insectes ils finissent aussi par y passer. Ah oui, quoi, il n'y a plus de fruits, il y a plus de... Ils en vivent, ils en mangent, il y a plein de choses qui interviennent. Donc un arbre, qui est vu de manière très générale comme un moyen de capter du carbone, ça reste aussi un écosystème. Une pièce un peu centrale dans un écosystème. Et en fait, il y a une crise de la biodiversité, il y a une crise du vivant qui est considérable, qui a également des conséquences pas très sympathiques. Hein. Ça va plutôt être des zoonoses, on a eu un bel exemple il y a 2 ans. Le Covid. Zoonoses, c'est les maladies transmises par les animaux. Ça va être la capacité à produire de la nourriture. Ça va être des problèmes de stress hydrique. Ça va être des problèmes de perte de fertilité des sols. Ça va être, c'est d'autres trucs qui ne sont pas exactement en lien avec le climat, mais qui existent autant. Et notez que ça n'a aucun rapport avec comment vous avez coupé l'arbre. Hein. S'il a été coupé avec une tronçonneuse recyclée nourrie aux panneaux solaires rechargeables. Voilà la deuxième partie du problème. Une crise climatique, une crise du vivant et de la biodiversité. Alors il reste quand même à se poser Bon, on pourrait rajouter la crise des matériaux, il y a des potentiels, il y a peut-être trucs qui peuvent être rajoutés. Je vais juste vous donner un dernier aperçu avec un exemple de ce que peut donner une évolution de quelques degrés sur Terre. Qui connaît la grotte Cosquer ? Du coup, ceux qui connaissent, qui ont déjà vu ma conf, bah merci. Marseille, bébé. La grotte sous-marine. Oui, tout à fait. C'est elle. Alors, je vais faire appel à votre plus grande imagination pour compenser mon absence de talent. Ceci est une grotte sous-marine, ça, dans une falaise, taillée de coupe. Enfin, coupée, je sais pas comment je dis. Il faut imaginer donc qu'ici, vous avez des petits bonshommes qui peuvent se balader.
Et là, vous avez l'eau, avec du coup, voilà, des bateaux. Alors ce qui se passe, c'est que c'est effectivement une grotte sous-marine, très intéressante parce qu'elle est en fait aux alentours de 30 mètres de profondeur. Et à 30 mètres de profondeur, vous avez l'entrée de la grotte, vous passez par une centaine de mètres de boyaux, vous arrivez ici, et que trouvez-vous ici, sous vos yeux ébahis? À peinture. Alors, rupestre, tout à fait. Il y a un truc qui ressemble un peu à ça. En gros, c'est un avion supersonique, effectivement, vous avez reconnu. Non, c'est évidemment un pingouin. Mais le pire, c'est que j'ai essayé de m'améliorer. J'ai une copine qui m'a fait des remarques en me disant « mais il ressemble pas du tout à comment tu dessines ». J'ai essayé, mais c'est vraiment une catastrophe. Et l'autre truc que vous pouvez trouver dans la grotte Cosquer, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Oui, un élan. Un élan. Ok. Ouais, c'est un élan parce que... Ouais, bon, bref. Du coup, je vais même pas essayer de débattre sur mon talent. Donc, que s'est-il passé pour que, par 30 mètres de fond, vous vous retrouviez avec des peintures représentant ce type d'animaux, des pingouins et des élans, par 30 mètres de fond à nouveau. Il faut imaginer que ce truc-là a été peint il y a à peu près 14 000 ans. Non, en moins 14 000 ? En moins 14 000. Avant Jean-Christophe, là. En 14 000 avant. Oui, du coup, moins par moins, ça fait plus, effectivement. Il y avait des glaciers. Ouais, alors, non, enfin, on peut avoir plusieurs hypothèses. Le glacier, ça vous va vraiment? Vous dites que comme il y avait des glaciers... Non. Ouais, il y avait un glacier à l'époque ici. Mais c'est simplement que l'eau a augmenté. L'eau a augmenté, ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça va. Bon, effectivement, c'est ça. En fait, en 14 000 avant Jean-Claude, là, on avait 4 degrés et demi de différence. La première hypothèse pouvait être qu'effectivement, vous avez un homme préhistorique qui a plongé, qui s'est dit que, oh, une grotte. C'est cool, il avait son âme d'enfant, il avait des bougies portables en LED. Et il s'est dit qu'il allait peindre les animaux croisés lors de son Erasmus en Norvège dessus. L'autre étant évidemment que c'était pas à ce niveau-là qu'était l'eau. Et effectivement, le niveau de la flotte était beaucoup plus bas. Alors beaucoup plus bas à quel point d'après vous? 4 degrés et demi de différence, à quel point le niveau de la mer était plus bas? Au moins de 30 mètres. « 120 mètres. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Il faut imaginer que du coup, vous aviez une espèce de calotte polaire qui faisait plusieurs kilomètres d'épaisseur, qui partait depuis le nord de l'Angleterre, qui recouvrait tout ce qui est l'actuelle Scandinavie. Et du coup, vous aviez le niveau de la mer qui était 120 mètres plus bas. Marseille était à plus de 90 km des côtes, et la faune locale, c'était ça. En 14 000 ans, avec 4 degrés et demi de différence. Vous savez vers où on va en ce moment? Vous pourriez dire vers Rome. Non, vers 3, effectivement. On est entre, selon les estimations optimistes-pessimistes, entre 2,8 et 4,5. Le consensus est aux alentours de 3, 3,5. Voilà ce que moi je comprends pendant que je suis dans mon boulot en tant qu'ingénieur. Et là, je me dis, ça va quand même provoquer 2-3 problèmes. Si on arrive à faire fondre, et c'est parti pour la totalité du Groenland, il y a 7 mètres de flotte en plus sur Terre. 7 mètres, ça change un peu la carte. Si on arrive à faire fondre l'Antarctique, il y a 60 mètres de plus sur Terre. Ça peut faire beaucoup. On n'a pas l'air très préparé. On n'a pas l'air très préparé, mais vous en avez toujours pour vous dire oui, mais on va innover, et puis du coup, on va trouver des solutions. C'est génial. On est suffisamment haut. Je découvre ça, et moi, automatiquement, ça m'interpelle, je partage avec mes frères. On a d'autres sujets de préoccupation, mais voilà, on va découvrir un peu tous ces sujets, on va voir un peu comment on peut s'adapter. Moi, en me questionnant sur le sens de mon propre métier, automatiquement, je vais questionner mes frères pour leurs propres choix qui vont suivre. C'est à peu près inévitable. Et sachant qu'à l'époque, on avait quand même plein de problèmes, plein d'autres sujets. C'était un peu compliqué.
Bonjour Arnaud, je vous appelle par rapport à vos frères. Ouais, c'est encore très difficile pour eux. Vincent quitte souvent les cours en pleurs, on n'arrive pas vraiment à suivre, peut-être envisager un redoublement pour lui. Les gars, hier Vincent il a été viré de la maison par la maman, ça devient vraiment chaud. Il y avait 1 mètre de neige dehors, il est parti pendant 2 heures. Ok, les grands-parents m'ont aidé, vous allez tous les deux aller à l'internat. Le proviseur est ok, on a un copain proviseur, un copain de papa qui a fait une lettre pour appuyer. Normalement vous partez à partir de la Toussaint. Je vais prendre un jour de congé, je vais accompagner la maman voir un euro à Perpignan, qu'on comprenne un peu mieux ce qu'elle a. Ah, t'as plus de jours de congé? Oh ben moi avec Steph, on va partir 3 semaines en Thaïlande, ça va être ouf, on va enfin pouvoir un peu se profiter, ça fait 6 mois qu'on bosse. J'ai de l'assurance dans l'attitude. Des parents absents et riches, une belle voiture, un nom à particules. Je manipule tout le monde, je finirai pas sous le pont. Si je manque d'amis, si je manque d'amour, bah j'en achète bouffon. J'arrêterai de bouffer quand j'ai tout fait, moi j'ai tout fait, j'ai du tout fait. J'ai pas besoin d'affection, regarde, j'ai tout le reste. Mon père pense que j'étudie le droit, mais je me déglingue le faussaire. Et je rêve de l'héritage avec un peu d'herbe, un peu de cesse. Pauvre roi est riche, mais il n'a rien à offrir. Pauvre roi d'un désert, d'un royaume vide. Pauvre roi, il rêvait pas de ce mode de vie. Pauvre roi, tout le monde l'admire, tout le monde se moque de lui. Pauvre roi est riche, mais il n'a rien à offrir. Pauvre roi, d'un désert, d'un royaume vide. Pauvre roi, il rêvait pas de ce mode de vie. Pauvre roi, tout le monde l'admire, tout le monde se moque de lui. On va coupler cette conférence d'un petit blind test, vous connaissez? C'est de qui? Ouais, Hugo TSR. Alors moi j'étais consultant en informatique, je peux du coup expertiser votre besoin d'expertise en tant que gagnante de ce blind test. N'hésitez pas à venir. Vers où on va? Vers où on va? Vers où finalement les gens comme moi, les ingénieurs, participent à nous amener. Et vers où a priori ça ne vous inquiète pas spécialement. Mais en plus de vers où on va, il faut déjà savoir un peu d'où on part. Alors d'où on part? Si je vous dis charbon, vous pensez à quoi? Révolution industrielle. Des grandes usines avec des voitures bizarres, des trucs... Le coton peut-être, non même. Les locomotives. Moi, je pensais aux mines. Aux mines de charbon, c'est vrai. Le charbon, on pense en général à la révolution industrielle, effectivement. Admettons que ceci... Allez, j'en rajoute un peu pour la forme. Ceci, c'est la consommation de charbon qu'on avait en 1950. À l'époque, quand vous regardez toutes les sources carbonées, 80% de ce qui est utilisé, 80% de l'énergie utilisée, c'est du carboné. Et près de 60%, c'est du charbon. Aujourd'hui, d'après vous, le charbon, plus, moins? Je vais vous donner un indice. On en avait à peu près 60%. Maintenant, on est descendu, on n'est plus qu'à 27%. Vous m'avez entendu, j'ai dit qu'on a descendu le pourcentage, voyons. Entre 1950 et 2019, pour les chiffres que j'avais récupérés, effectivement, plus. Combien de fois plus? 5 fois plus. Alors en 1950, qu'on s'entende bien, on ne vivait pas avec des pots de bêtes. On avait l'électricité, on avait déjà un certain confort matériel, on était déjà capable de faire sauter des bombes atomiques et de se tirer dessus avec des orgues de Staline. Certains niveaux technologiques. Et pourtant, le charbon, ça a continué d'augmenter. Déjà à l'époque, on en consommait beaucoup, on en consomme encore plus maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé à côté? Pourquoi le charbon il a baissé en pourcentage? Nucléaire, pétrole, gaz. Ouais. Rajoutez le pétrole. Rajoutez le gaz. On est toujours à peu près à 80%. Et ce qui s'est passé entre les deux, c'est que du coup, on s'est mis à consommer énormément. Alors, les pourcentages, c'est génial, parce qu'on a l'impression que maintenant, il y a 2, 3, 5, 10%, si on regarde l'hydroélectrique, le nucléaire, tous les bazars. On a l'impression qu'il y a des pourcentages qui apparaissent et qui remplacent le reste, mais ça ne remplace rien du tout. Les pourcentages, il faut vraiment faire gaffe. J'ai appris pour les techniques de communication, pour animer cet atelier incroyable, que 96% des phrases contenant des pourcentages avaient un impact positif sur l'audience. Bon alors, qu'est-ce qui reste en fait là-dedans? Là, je vous ai mis le gaz, le charbon, le pétrole. Les énergies renouvelables. Ouais. Allez. Il y a quoi comme énergie renouvelable?
Allez, je vous fais un package. On met ensemble le solaire thermodynamique, le solaire photoélectrique, le marémoteur, la géothermie, l'hydrolien, l'éolien offshore. Ensuite, le nucléaire. Ok. Ceux qui permettent de fabriquer des voitures électriques. Ah bah c'est principalement charbon et gaz. Il en reste 2. Le bois, oui. Alors lui on l'oublie, mais en vrai on utilise encore beaucoup de bois pour se cuisiner, pour chauffer. C'est plus que le nucléaire ou plus que l'hydroélectrique. Et le dernier, je viens de le dire, l'hydro. Une grosse filière, un peu plus grosse, l'hydroélectrique, pardon, oui, l'hydraulique. Un peu plus gros que le nucléaire. Voilà, on avait un mix à 80% carboné en 1950, on a un mix à 80% carboné à peu près maintenant. Ça change globalement pas. Par contre, effectivement, vous avez raison, il y a eu la population qui est passée par là. Alors, la population a fait fois combien entre 1950 et maintenant ? 7, 3, 10. C'est x3, effectivement. La population a fait x3 et la consommation énergétique par habitant, ouais, x9. Elle fait x9. Mais ça, c'est pas pour rien. Enfin, c'est quand vous regardez, c'est parce que tous on se met à consommer des tas de biens qui sont très utiles. Et nous ont été très utiles avec mes frères, dans ma famille. On s'en passe pas. Enfin, même, j'ai un ordinateur qui me permet de faire plein de jeux vidéo parce que c'est super chouette. Avec mes frères, on se retrouve dessus. Mais voilà. Augmentation de la consommation d'énergie par personne. Alors évidemment, c'est assez inégalitaire. Hein. Quand vous regardez, vous avez principalement dans les pays qui ont du pétrole, principalement dans les pays d'Europe, principalement dans les pays occidentaux. Hein. Là, ça a fait des chiffres pas possibles, sachant que c'était déjà ceux qui étaient les plus élevés avant. Quand on regarde la dette, quand on regarde les émissions cumulées en termes de carbone, c'est pas les Chinois ou les Indiens. Hein. C'est nous. C'est nous, c'est les Américains, c'est... Alors, du coup, on a quand même malgré tout des personnes qui nous expliquent d'abord que ça va joyeusement remplacer tout le reste. Alors, il n'y a pas de problème, sur le tableau Excel, ça se fait. Vous tracez les courbes, vous regardez où on en est, puis c'est facile, vous les remplacez, quoi. Voilà. Vous tartinez de panneaux solaires, vous tartinez d'éoliennes, et puis on va les faire tous disparaître. Sachant qu'en fait, l'histoire, ça a été une histoire d'accumulation, il n'y a jamais eu vraiment de substitution. C'est le premier point. Mais le deuxième, c'est la question de la population, après tout. Il suffit de baisser la population. Alors nous, on vit avec à peu près 5 fois trop de CO2 par rapport à ce qui serait soutenable pour éviter ça. Je vous laisse donc choisir les 4 personnes dans votre entourage que vous zigouillez pour justifier votre mode de vie si vous voulez rien changer. L'occasion de régler vos problèmes de famille. Parce que sinon, soyons pragmatiques, hein, vaut mieux tuer des Américains que tuer des gens d'Afrique et tout. Enfin, un peu de pragmatisme, enfin, voyons. On a besoin d'en tuer moins. Non, parce qu'en fait, vraiment, ce qui s'est passé, c'est quand vous regardez le charbon, le gaz, on n'en a pas chez nous. Quand on imagine pour fabriquer ces trucs-là, on se dit c'est des usines hyper high-tech. Et c'est vrai, c'est des usines hyper high-tech. Mais sauf qu'en fait, elles tournent à l'électricité. L'électricité, c'est encore 60% dans le monde. Gaz, charbon. Ça donnerait un petit côté salé que moi je trouverais très appréciable si on avait, dans les fictions, on a des vaisseaux spatiaux, des gens qui ont des espèces d'armures de super-héros avec une pile au bullshitium là en plein centre, qui ont plein de pouvoirs à lancer des roquettes et tout le bazar. Si quand ils ont fini leur sketch là, à la fin de la journée, ils ramènent leur voiture, leur armure cybernétique là, chez eux, et ils la branchent directement à leur centrale à charbon dégueulasse, qui se met à émettre un tas de fumée. Alors, du coup, c'est moins la belle énergie bleue et compagnie. Mais ouais, mais nous, on voit que une fois que le produit est fini. On voit qu'une fois que le produit est fini. Pour la simple et bonne raison qu'on a une forme d'écologie qui est plutôt colonialiste. Hein. On envoie à l'étranger tout ce qu'on n'a surtout pas envie de voir chez nous, dans des pays qui sont qu'on arrive à maintenir par plein de mécanismes. Mais c'est chez eux qu'on fait des programmes de reforestation, c'est chez eux qu'on sanctuarise des zones où il ne faut surtout pas que les gens fassent de l'élevage. C'est chez eux qu'on prévoit de tartiner des panneaux solaires comme Jaja, puisque nous, on voit bien que nos agriculteurs, ça les fait gueuler. C'est chez eux qu'on a envoyé tous les trucs qui pourrissent les sols et pourrissent la flotte. Bon. Mais on est tous dedans. On est tous dedans, et puis moi le premier, hein, je vous l'ai dit, avec mes frères, nous, ça a été un peu ce qui nous a permis de nous retrouver. Mon père aimait bien nous autorisait à jouer aux jeux vidéo, et même on a réussi à le convaincre qu'il joue aux jeux vidéo avec nous. Grande victoire pour tous les enfants que d'arriver à faire jouer ses parents aux jeux vidéo.
Ça permet d'un seul coup d'avoir beaucoup plus d'arguments quand il faut aller à table et qu'on n'est plus tout seul à dire « Non, mais on ne peut pas mettre pause ». Mon père me mettait des branlées pas possibles lorsqu'on jouait à des jeux de gestion. C'était un sniper du tableau Excel et il était très bon dans tous les jeux de gestion. Jamais réussi à le battre du coup, parti avant. On a gardé ça, on continuait de jouer à des jeux après, on continuait de jouer avec lui, on jouait beaucoup avec lui de son vivant, puis on continuait de jouer après avec mes frères. Donc bon, on en profite quoi, on en profite et on va pas non plus partir juste à se reclure dans notre coin, à rien faire et à profiter de rien non plus quoi. Vous êtes bizarre avec tes frangins. Je crois que j'ai jamais vu des gens autant jouer à l'ordi et autant aimer sortir en montagne. Et les gars, on part se faire une semaine à chercher les cailloux. J'ai croisé les cartes, j'ai trouvé des endroits super stylés. Il y a plein d'améthystes dans le Massif central. Il va y avoir un nouveau serveur à l'ancienne. On se crée tous des persos avec les couleurs du compte de papa. Allez, moi je prépare des crocs, je prépare des sodas. Je m'en fous, je me lève pas pendant les 4 jours. Franchement, traverser les Pyrénées jusqu'au nord, Pas-de-Calais, pour aller voir les grands-parents avec la 106, c'est quand même un peu chaud. Il faudrait pas qu'on achète une plus grosse voiture familiale. Enfin, bon, sobriété d'accord, mais qui se lance un peu à chercher sur le bon coin. Macadam, les cœurs se fanent, car l'atmosphère est sous pression. Hello, gens pressés sans inhibition, qui marchent dans la nuit, dans l'oubli de qui ils sont. La loi du bifton a tué l'enfant, l'a tué pour aduler la grande division. Les gens se détestent, malédiction. Les gens se dépêchent sans savoir où ils vont. Angoisse et stress, poisse, détresse, l'esprit carré comme une télévision. Humain qu'on délaisse, pays riche et ses champs d'SDF. Légitime, on se bat, on se lève, véridique, chez jeunesse, y'a plus qu'une once de rêve, tout trahit, on se crève. En secret on s'aime, on faille, on saigne, si on faille on serre, on crève si on cède, rien n'est facile on sait, la vie vouée à triompher, alors brise ses chaînes. Hello, j'en presse la tête dans l'assiette, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence une autre vie dans notre soin, alors l'oubli de soi fera l'affaire, mais dans l'esprit tous les soirs sera de la fête, l'angoisse et les cris étouffés par le barrette, des nœuds dans la tête, les poignets liés, héritiers du malaise, brise tes chaînes. Vous la connaissez celle-là, du coup? Bon, si vous connaissez TSR, je pense de toute façon c'est cuit. Ouais, Kanye Arcana. Bon, penserez à moi en achetant des trucs sur Back Market. Alors, c'est vers où on va, c'est d'où on part, mais pour éviter d'aller jusque-là, en partant de là, qu'est-ce que l'on a? On a un super outil. Ah, on a un cerveau, mais on a même la substance, on a le truc, on a la science qui va nous permettre d'éviter ça. Et la science, elle est raisonnable, elle est pragmatique, et elle s'appelle l'économie. Alors, il faut savoir que l'économie, c'est une science sociale. Hein. Quand vous avez un économiste qui vous dit « il faut faire un truc comme ça », il n'y a pas le choix, c'est en général c'est pas un chercheur. Il n'y a aucun chercheur en sciences sociales qui va vous dire « il faut » ou « un truc est gravé dans le marbre », ça sort d'une science sociale. L'économie. L'économie va nous permettre d'éviter un petit peu tout ça parce que ça va nous permettre d'utiliser nos efforts correctement grâce à des quotas carbone, grâce à puis grâce à l'innovation. Donc, grâce à tout ça, on va éviter ce bazar-là. Alors l'économie compte plein de trucs parce qu'elle a un outil, en fait elle a un unique indicateur de mesure agrégé qui s'appelle le PIB, Produit Intérieur Brut. Et vous le connaissez parce que chaque année on le cherche à l'augmenter. On cherche à l'augmenter parce que son augmentation s'appelle... Et sa diminution s'appelle... La croissance négative, voilà, tout à fait, ça reste de la croissance. Ok, que compte le PIB, que ne compte pas le PIB? Qui veut fouiller dans ce magnifique poulet? Vous avez plusieurs mots dedans. Il y a des choses qui sont comptées, il y a des choses qui ne sont pas comptées. Vous les lisez à haute voix? Une randonnée en famille, une visite de glacier en hélico, du matériel super technique outdoor. Qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté dans le PIB? Entre une randonnée en famille... Ouais, faites une randonnée avec vos frangins, vous ne créez aucune augmentation du PIB en le faisant ça. Par contre, vous savez qu'à cause de ce truc-là, le glacier il va disparaître, vous remplissez votre hélico avec du bon gasoil, et vous pouvez aller faire un dernier tour avant qu'il disparaisse. C'est très cynique, mais ça existe. C'est très cynique, mais ça existe. Et le matériel à outdoor, moi j'ai jamais compris. Pour moi, tu prends un slip, un short et
y a une paire de chaussures, tu vas faire de la rando, quoi. Il y a tout un délire aujourd'hui par les mecs des centres-villes qui essayent de vous expliquer que non mais il faut les crampons machin, je les ai payés 250 €. Mes collègues étaient comme ça. Bon. Un autre exemple? Ouais, ouais. Allez, vas-y. Une assurance, vol de ruche, la pollinisation par les abeilles, des traitements phytosanitaires. Qu'est-ce qui est compté, qu'est-ce qui n'est pas compté? Déjà la vol de ruche. L'assurance vol de ruche, vous payez pour. Et c'est pas de la cotisation. La pollinisation n'est pas comptée, enfin ça dépend. Parce que moi en fait, du coup, je suis devenu apiculteur, je vous raconterai un peu après, mais on me paye pour poser des ruches dans des endroits où on a tellement flingué la biodiversité que de toute façon, il n'y a plus de pollinisation naturelle. 40 € pour 3 semaines. Par ruche. Donc si on me demande de ramener 80 ruches, ben... Un dernier? Mais du coup, vous avez des économistes qui vont vous dire, mais si les abeilles elles disparaissaient, eh ben, il y aurait presque 120 milliards d'euros qu'il faudrait polliniser à la main. Et ça va faire plein d'activités. Plein d'emplois. Un dernier exemple? La preuve en Chine, il y en a plus. Ouais. Une heure de travail de Resto RSE de la BNP, une heure de travail domestique, une heure de travail bénévole en asso. Alors, travail domestique, travail en asso, travail d'un responsable de responsabilité sociétale des entreprises. Bah, les deux, bénévole et domestique. Bah, il y avait un piège. Bon, voilà, on a une économie qui compte plein de trucs. Mais surtout, en fait, la destruction des trucs. Et c'est très embêtant. Vous avez un discours d'un président américain, donc pas spécialement un marxiste a priori, qui vous expliquait à la fin d'une longue tirade comme ça où il listait tout ce que comptait le PIB. Les accidents de la route et tous les dégâts matériels sur les voitures qu'il faudra réparer, les problèmes traumatiques qu'il va y avoir et du coup les soins qu'il va falloir apporter, la vente des armes et la réparation des pays une fois qu'on leur est passé dessus. Tout ça c'est compté. N'est pas compté par contre la beauté de la poésie, le fait d'avoir des enfances heureuses, le fait d'avoir des débats respectueux, tous ces trucs-là ne sont pas comptés. En gros, il concluait comme ça, le PIB compte tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Bon, c'est Kennedy, il s'est fait tuer depuis. Oui, mais bon, vous avez des économistes qui sont là pour vous expliquer que si, ça va très très bien se passer. Alors si, ça va très bien se passer. Connaissez-vous William Nordhaus? William Nordhaus est un économiste, prix Nobel d'économie même, donc prix d'Alfred Nobel, prix à la mémoire d'Alfred Nobel, enfin il n'y a pas vraiment de prix d'économie. C'est le premier dans les années 80 à s'être, ou 70-80, à s'être posé la question des impacts du changement climatique sur les systèmes économiques. Il se pose la question, puis il va faire des calculs, il va mettre plein d'hypothèses, il va faire des trucs, il y aura des maths partout, c'est fascinant. Vous allez regarder ça, il y a des équations et tout, c'est hyper intelligent. Et ces équations, elles vont vous permettre de comprendre, enfin de faire des calculs et de projeter, ok, que se passe-t-il sur la belle planète Terre si vous augmentez la température, que se passe-t-il au niveau des pourcentages de PIB? Donc on s'entend bien, si j'augmente par exemple de 1 degré, la croissance du PIB, est-ce qu'elle est positive, négative, très négative, d'après vous? Très positive, pourquoi donc? Le tourisme. On peut imaginer plein de choses. Du reste, je suis pas dans la tête du gars. Bon, après, à l'époque, il faisait des calculs quand même qui étaient assez discutables. Du genre, si ça tue des Africains, de toute façon, les Africains, ils produisent rien. Donc, bon, comme ça, c'est réglé. C'est dans les années 90 que le GIEC a commencé à arrêter d'avoir des raisonnements comme ça, où ils indexaient la valeur de la vie des gens sur la production du pays. Ils ont mis du temps, quand même. En tout cas, pour 1 degré, bah, effectivement, on augmente un peu la température. On augmente un peu partout. Oui, alors la température, merci Sherlock. On augmente surtout un peu la production du pays. Alors pourquoi? On peut imaginer plein de choses. Il y a besoin de mettre plus de clim pour les ingénieurs consultants en consulting qui sont en train de consulter. Voilà. Donc ils sont là derrière l'ordinateur, ils ont besoin de clim. Il va bien falloir qu'ils achètent des clims, alors que s'il faisait moins chaud, ils les achèteraient pas. Pour 2 degrés? Encore plus. Pour 3 degrés? Encore plus. Pour 3,5 degrés, on atteint le maximum, l'optimum. Idéalement, un réchauffement climatique de 3,5 degrés permettrait d'augmenter le PIB de manière optimale, parce qu'au-dessus, c'est pénible. Il y a quand même des incendies, des canicules, des rendements agricoles qui se cassent la gueule, des trucs, c'est un peu chiant.
Donc ça finit quand même par descendre, et notre brave homme nous explique qu'à plus 6 degrés, on a perdu 9% de croissance. Pardon, j'ai oublié de préciser, ça c'est dans une hypothèse où la croissance elle est 2% par an. Continue, il n'y a même pas débat, ça c'est une évidence pour un économiste, la croissance elle augmente. Donc du coup, si je résume, si on fait rien, en 2100, on a eu 90 et quelques pourcents de croissance. Si jamais on se prend le changement climatique, on n'en a eu que 81%, c'est dommage, hein, à hauteur de 6 degrés. Et si jamais on est à l'optimum de 3,5 degrés, on serait à 96%, un truc comme ça. 90% d'augmentation du PIB en ayant plus 6 degrés. Je vous rappelle, hein, plus 6 degrés, vous avez quand même réussi à mettre 70 mètres de flotte sur Terre. Vous n'avez plus à bouffer. Il n'y a plus de biodiversité. Il y a plein de problèmes à plus 6 degrés. Mais non, on est tranquillement en train d'augmenter le PIB de 80%. Je ne sais pas comment on arrive à ces raisonnements. Peut-être qu'il se dit, au pire, c'est quoi, les gens ils peuvent pas manger. Ouais, mais ça amène les gens à faire plus d'études pour qu'après ils travaillent plus dans des cabinets de conseil et que du coup ils créent plus de PIB. Parce qu'après tout, c'est bien connu, manger c'est juste un petit pourcent du PIB. Si on l'a plus, c'est pas très grave. C'est le genre de raisonnement, vous vous dites, je suis coureur, mon pied fait 3% de mon poids. Si j'enlève mon pied, je courrai 3% moins vite. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, mais pour autant, il a eu le prix Nobel hein, pour ça. Et c'était le premier à s'y être intéressé aussi. Donc il faut voir. Alors aujourd'hui, quand on regarde un peu les hypothèses de ces modèles-là, c'est fascinant parce qu'il y a des petites astérix vous disant qu'est-ce qui est compté et qu'est-ce qui n'est pas compté. Alors un exemple très bête, mais ça vaut quoi? Qu'est-ce que ça vaut ce truc-là, l'arbre? Est-ce que ça vaut le prix de la tonne de carbone qui est séquestrée à l'intérieur? Est-ce que ça vaut la valeur des fruits produits sur lesquels on fait une intégrale pendant 60 ans en disant qu'il vit 60 ans? On peut faire plein de raisonnements très compliqués. Hein. Est-ce que ça vaut la catastrophe climatique qui l'évitera parce que s'il est présent, il empêche un éboulement, alors que s'il n'est pas présent, il y a un éboulement qui se crée? C'est quoi sa valeur? On n'en sait rien. Alors on donne une valeur un peu arbitraire et on laisse le modèle se débrouiller. Ce qui fait que dans les modèles comme celui qu'a fait Nordhaus, vous avez une petite astérix disant notre modèle n'a pas tenu compte de... Puis là vous avez la liste de ceux dont ça n'a pas tenu compte. Alors les journaux c'est juste 90% de pays. Et vraiment c'est ça, les gars ne tenaient pas compte d'un tas de choses, la valeur de la barrière de corail, la valeur de de fait de perdre les forêts, etc., etc. Il y a un autre économiste, qui dézingue Nordhaus, en concluant, après une longue tirade, que Nordhaus est probablement un des plus grands criminels de tous les temps, parce qu'il a fait perdre 40 ans à la prise de conscience autour des changements climatiques, qui conclut qu'en gros, un modèle comme ça, c'est un peu comme si vous aviez un gardien de musée, il vous présente un grand squelette de dinosaure, et il vous dit, ce dinosaure a 120 millions d'années et 7 ans. Le gars, il est arrivé il y a 7 ans, on lui a dit il a 120 millions d'années, il a donc 120 millions d'années et 7 ans. Bon. Autant vous dire qu'on navigue un peu à l'aveugle. Puis quand vous avez des grands à la tête de votre pays qui arrivent à vous faire des mesures économiques du genre on va réduire pour tout le monde l'accès à l'énergie à raison de 18 centimes, comme ça a été le cas très récemment, que vous l'utilisiez pour faire la visite touristique au-dessus du glacier en hélico, ou que vous l'utilisiez pour faire des visites à domicile parce que vous êtes infirmière, dans tous les cas c'est pareil, c'est 18 centimes de différence. Autant vous dire que le gouvernail, il est un peu pété. Autant vous dire qu'on ne va pas vraiment prioriser correctement. Mais on compte sur les entreprises pour le faire. On compte sur les entreprises pour le faire parce que c'est dans leur intérêt, personne n'a envie de mourir, c'est compliqué tout ça. Elles vont quand même pas tout laisser se faire foutre en l'air. Alors les entreprises sont prises dans une espèce de contradiction fascinante qui est que eux leur objectif c'est de faire du PIB et l'objectif qu'a priori on essaye de leur imposer c'est d'éviter ça, donc d'arrêter d'utiliser ça, donc d'arrêter de faire du PIB. C'est embêtant. On est un peu coincé. Et ça s'appelle l'effet de Cobra. Alors l'effet Cobra, c'est en Inde, sous domination britannique, vous avez les colons indiens qui ont besoin que les ouvriers indiens aillent travailler pour récolter des ressources, pour ensuite aller ramener ça au cœur du capitalisme de l'époque, qui était donc par là-bas vers l'Angleterre et les Pays-Bas.
Pardon. Inde sous domination britannique, donc les colons anglais ont besoin de faire bosser les ouvriers indiens, et donc pour ça ils ont besoin qu'ils soient en bonne santé. Parce que c'est chiant, si les ouvriers meurent, du coup ils peuvent pas aller travailler. C'est très embêtant. Donc ils règlent ça de manière pragmatique, ils se disent, comme les cobras, en l'occurrence en Inde, sont nombreux, et les cobras arrêtent pas de mordre, les gens sont très nombreux, on va mettre une prime, tout cobra qui sera ramené, tout cobra qui sera tué, va ramener de l'argent à la personne qui pointe le cobra, quoi. Alors ça fonctionne. Dans un premier temps, il y a plein de gars qui se ramènent avec des cobras morts, ils sont très contents, ils ont trouvé des cobras, donc ils empochent les primes, c'est parfait. Et ça dure longtemps en fait. Il y a tout le temps des cobras. Parce qu'il y en a des petits malins, ils ont bien compris. L'objectif, c'est pas qu'il y ait moins de cobras dans la nature. L'objectif, c'est de ramener des cobras. Ils les élèvent. Du coup, ils les élèvent. Donc ils les élèvent, ils sont très contents, ils les ramènent, ça ramène plein de sous, puis évidemment, à un moment, le gouvernement s'en rend compte, et se dit, on arrête les conneries, du jour au lendemain, ils arrêtent tout. Du coup, vous avez des mecs qui avaient des fabriques de cobras, des élevages de cobras, qui sont là et qui se disent, qu'est-ce que je fais de ça? Autant risquer ma peau avant pour gagner de la thune, pourquoi pas? Autant maintenant, non. Du coup, ils les lâchent dans la nature. Bilan des courses, vous avez à peu près autant de cobras à la fin qu'au début. L'effet cobra. L'effet cobra, il prend plein de formes différentes. Quand on regarde, par exemple, pour les subventions aux énergies solaires en Espagne, il y a eu un cas fascinant, où toute l'énergie qui était rachetée en sortant d'une centrale photovoltaïque était achetée à un tarif super intéressant. Du coup, plein de gens qui ont mis des centrales photovoltaïques, garanties par l'État, fascinant, génial, tous les capitalistes du coin étaient contents. Il y en a même, ils ont profité du filon à un point, ils se sont dit, on va installer des centrales et elles vont carrément tourner la nuit. Centrales photoélectriques, donc c'est des centrales solaires qui tournent la nuit. Est-ce que c'est grâce à son incroyable innovation, le libéralisme a réussi à innover, à faire des progrès technologiques qui vont nous sauver? Ils avaient foutu évidemment un groupe électrogène à l'intérieur de la centrale photovoltaïque, et ça permettait de produire de l'électricité qui était rachetée très cher par rapport au prix de l'essence pour faire tourner le groupe. Autre exemple d'effet Cobra, donc. Qu'est-ce que ça donne, l'effet Cobra, qui consiste à demander aux entreprises de faire genre de s'intéresser à ça tout en les évaluant sur le PIB? C'est un nom anglais, le greenwashing, l'éco-blanchissement, comme en bon français ou en québécois. Alors l'éco-blanchissement, ça c'est assez fascinant. Donc vous avez des entreprises qui donc essayent de vous faire croire que elles agissent véritablement sur ça, pour éviter ça, et que du coup il faut acheter près d'elles. Parce que fondamentalement, le but c'est de vous faire acheter, pas vraiment d'autre débat. C'est très con comme système, mais voilà. Il s'agirait de dire qu'on arrête tout ça, donc on diminue la quantité de biens qu'on vend. Ils ne pourront pas vous faire acheter des trucs. Compliqué. Alors ça donne ce genre de petites choses. Zoup. EasyJet, elle est un peu loin pour vous, je vais vous la lire. EasyJet qui donc dit notre ambition, des vols zéro émission de CO2 d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif, nous collaborons avec Airbus et Wright Electric au développement d'avions dont les vols permettront zéro émission de CO2. Nous nous engageons à vous accueillir à bord de ces avions zéro émission dès que les technologies innovantes nous le permettent. C'est courageux. J'applaudis des pieds et des mains. Je veux dire, c'est. D'ailleurs, moi, si je deviens un jour milliardaire, je m'engage à vous donner à tous 1 million d'euros. N'hésitez donc pas à me donner plein d'argent dans cette petite boîte et à soutenir Lily. Il n'y a pas de. Je suis sympa quand même. Puis vous pourrez faire un effort. Bon. Ça donne aussi des trucs comme ça. Donc là, c'est un tweet du groupe ADP, Aéroport de Paris. Stop aux idées reçues sur le transport aérien. Nous sommes engagés pour la neutralité carbone en 2030. En 2018, aux aéroports de Paris, notre production d'énergie renouvelable a satisfait 15% de nos besoins et 65% de notre électricité consommée était verte. Électricité verte. Donc ils mettent en dessous 2030 objectif neutralité carbone et 2050 objectif zéro émission. Vous avez ça fait pas un peu redondance? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, ils ont bien réfléchi. C'est l'aéroport de Paris qui donc se sont dit, on regarde tout. On regarde le transpalette électrique qui amène les bagages, on regarde la machine à café, on regarde les ordinateurs de Karine Alaconta et de Georges. Ils ont tout regardé, ils ont tout mis bout à bout, ils se sont dit, ok, à la fin, on arrivera à compenser. Ils ont oublié un truc. Les avions. C'est l'aéroport de Paris, c'est pas une compagnie aérienne. Bon, vous en avez plein, de toute façon, on pourrait les tourner pendant longtemps. Là, vous avez le bioéthanol, avec les centaines de millions d'investissements, des emplois créés, production non délocalisable,
La betterave, une réserve inépuisable d'énergie renouvelable avec des biochamps pour faire du bioéthanol, avec des biopesticides bien entendu, qui seront biocompensés sans doute, et c'est du biofoutage de gueule. But à gaz. Donc là, c'est carrément du gaz naturel, hein. Ça veut dire gaz fossile. Ça, c'est la même chose. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont gardé naturel. Qui vous explique qu'une bouteille achetée, c'est un geste pour la planète. Ce geste. Bon, on pourrait voilà, les liquider. Alors, à un moment, il faut aussi détester les règles du jeu, hein. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un système qui est très con, le capitalisme, où il faut accumuler, produire pour le moins cher possible. Tous ces trucs-là, c'est avant tout des impacts sur les réseaux sociaux à gérer. Le reste, on s'en fout. Donc, à partir de là, vous n'êtes pas vraiment évalué sur votre vertu, plus sur à quel point vous arrivez à communiquer. Moi, j'étais formé en tant qu'ingénieur. Je me retrouve normalement à participer à ces trucs-là. Quand je suis là-bas en prestage chez Airbus, je suis également un peu en plein dedans. Je suis un peu en plein dedans, puis j'ai 3 petits frères. Mes 3 petits frères, le plus grand d'entre eux, il est en train de faire une école d'ingénieur sur les travaux publics de l'État. Il découvre Bouygues Immobilier. Puis du coup, il se dit qu'il n'a plus du tout envie d'être ingénieur. Il va développer des jeux vidéo sur la sensibilisation à l'écologie. Vous avez le plus jeune qui était en galère pendant sa terminale, qui était à la limite du décrochage. Il part en prépa aussi, parce que lui, ça va l'aider d'avoir une structure un peu carrée. Puis comme on était dans une prépa très tranquille, il était plutôt bien accompagné. Puis il y a le plus jeune qui est là, à l'époque il a 13 ans. Puis un jour il va avoir un peu plus, il va avoir 16, 17 ans, il va falloir réfléchir à qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait comme carrière, vers quoi il a envie de faire des études. Sauf que on a bien compris un peu tous ces trucs-là, quoi. Vers où on se projette. Vous savez, si moi ou votre mère on disparaissait, au moins normalement vous ne devriez plus avoir de soucis financiers. Bon, moi je comprends pas, franchement vu les musiques que t'écoutes, mais je comprends pas que ça te fasse pas tilt. T'as vraiment juste envie de travailler et d'avoir un salaire. Vos sujets écolo ils m'inquiètent un peu quand même, j'ai peur qu'à la longue ça nous éloigne et que ça fragmente la fratrie. Bon, l'année prochaine tu passes post-bac, moi je suis d'avis, tu fais comme nous, et c'est la prépa. Au pire tu changes après ou pendant. Moi j'en sais rien, moi de toute façon voilà les exemples que t'as, quoi. Et tu fais des tableaux Excel pour le tribunal. En fait, tu kiffes Excel, tu nous mens. Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer, tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Eh tonton, on va faire comment? Bon, celle-là, tout le monde l'a. Trop facile. Pas de récompense. Bon, désolé, c'était peut-être un peu long pour réussir à bien introduire le problème, mais voilà, en gros, moi, ce que je découvre. Voilà ce vers quoi je me retrouve, avec quoi on se retrouve à naviguer comme contradiction avec mes frères. Sachant que nous, là-dedans, on a quand même un vrai problème aussi, c'est que, je vous l'ai dit là un peu sur la fin, mais mes parents étaient en fait très endettés. Nous, les logiques complètement économiques et extrêmement cons à base de tableaux Excel qui vont vous résoudre tous les problèmes, on y a été exposé relativement vite et relativement tôt. Mes parents, je vous ai dit, ont acheté une maison, mon histoire a commencé en 2008, ils ont acheté une maison dans les Pyrénées et ils ont directement eu droit à la crise de l'euro, qui a fait que la maison qu'ils voulaient vendre ne s'est jamais vendue et la maison qu'ils ont voulu acheter s'est vendue beaucoup trop cher pour ce qu'elle valait 6 mois plus tard. Ils se sont retrouvés avec un trou monstrueux à combler et on s'est retrouvés à être continuellement contraints sous l'eau, alors que pourtant, ils faisaient quand même partie des classes plutôt aisées, plutôt privilégiées. Ils faisaient quand même, mais parce qu'en fait, mes parents, c'était des bons cadres sup, et ils s'étaient dit, non, mais on va
s'en sortir, il n'y a pas de raison. Ils ont fait tous les conneries, des crédits revolving, emprunter à tout le monde, acheter des machins, mais sauf que dès que vous avez des externalités, des trucs que vous n'aviez pas prévus, comme une maladie de Parkinson, comme une voiture qui tombe en panne alors que vous avez une famille avec 4 enfants, et ben, ça vous met continuellement le nez sous l'eau, quoi. Et mes parents ont jusqu'au bout en fait essayé de payer, essayé de faire de sorte que le tableau Excel de leur compte, que leur vie en fait suive le tableau Excel de leur compte, et arrive effectivement à fonctionner. Mon père, il voulait être apiculteur, en fait. Ça faisait un moment qu'il voulait se barrer de l'ENF, ça le faisait chier. L'ENF, de toute façon, déjà à l'époque, c'était en train de couler. C'était déjà en train de s'aborder, pardon. Et en fait, il voulait partir, il voulait faire de l'apiculture. Il n'aura jamais pu, finalement. Il n'aura jamais pu, mais effectivement, grâce à son décès, on se sera retrouvé à être mis à l'abri du besoin. Mes frères vont tous pouvoir faire des études sans faire des emprunts comme moi, et ça va se passer correctement, quoi, pour eux. Ça va se passer correctement pour nous. Du coup, on va être tous les 4, avec mes frères. On va beaucoup reprendre un peu la maison en main, pouvoir de nouveau s'organiser comme on le souhaitait. On va s'occuper du mieux qu'on peut de notre mère qui est atteinte de la maladie de Parkinson et dont la santé décline lentement. Alors à l'époque, je suis toujours sur Toulouse. Je suis toujours sur Toulouse et je vais me barrer en fait de mon travail, tout en restant sur Toulouse. Je vais rester sur Toulouse parce que par rapport à tous ces sujets, par rapport à ce que moi je vois dans notre famille, etc., je me dis, je vais essayer de militer. Et je rejoins du coup les militants climat. Alors en 2017-2018, parmi les militants climat, les thématiques sociales n'étaient pas forcément très prises en compte. Je vais me retrouver plutôt avec des gens qui ont mon profil, jeunes débauchés, jeunes déserteurs de chez Airbus et compagnie, qui viennent militer quand ils sont pas quand ils ne sont pas encore en poste. Vous avez près de 50% des gens qui participaient aux marches du climat, les premières, qui sont comme moi, quoi. Alors qu'on n'est pas 50% dans la population. Alors il y a le fait qu'on est en centre-ville automatiquement, donc ça joue. On a principalement ces populations-là. Vous avez quand même des contradictions. 26% des gens qui vont marcher pour le climat vont se retrouver à prendre l'avion dans l'année qui suit. Oh, prendre l'avion, c'est un peu la seule truc que vous pouvez faire pour flinguer immédiatement votre bilan carbone, quoi. Mais on a plein de solutions, c'est-à-dire que j'en ai plein qui m'expliquent, puis même mes collègues, quand j'étais chez Airbus, oui, mais moi je vais dans mon AMAP, c'était pas encore des AMAP à l'époque, mais je fais des circuits courts, j'achète bio, j'achète ça, donc j'ai bien le droit un coup de temps en temps d'aller faire des vacances un week-end à Marrakech. Ça ne marche pas comme ça, mon lapin, c'est très dommage, je le regrette. Mais du coup, on se retrouve à véhiculer en fait un espèce d'imaginaire que il suffit juste d'acheter bien. Et on finit avec ce genre de choses, dans une revue de vulgarisation scientifique qui m'a été donnée par la fille très éveillée d'un copain gesticulant, qui à 9 ans s'est rendu compte que ça pouvait matcher avec ma conf. Bravo à elle. Où on se pose la bonne question, est-ce que vous êtes plutôt écolo ou plutôt gaspi? Alors, c'est bien simple, c'est facile, les gaspis, puis il y a les écolos. Alors les gaspis, ils sont là en train de faire des espèces de rifts sur leur parking en terre pour aller acheter leur baguette de pain. La clope au bec, parce qu'évidemment, c'est des gaspilles. C'est des gaspilles, ceux qui fument. Bon, et du coup, il y en a un qui balance ses déchets par terre. Vous les regardez, ils sont en train de jeter de la fumée par leur fenêtre, la fenêtre de la cheminée de leur maison. Vous avez l'impression qu'ils ont une chaudière à charbon, quoi. Alors que de l'autre côté, chez les écolos, chez les écolos, nous, on respecte la planète. Qu'est-ce qu'on fait? On met des panneaux solaires. Ça respecte la planète de mettre des panneaux solaires. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va au travail à vélo. On va travailler à vélo avec des petits... On achète nos poireaux à la map, du coup, très probablement. On met un stop pub. Alors que là, il s'en fout, lui, il a de ses pubs par terre. Bon. Et ça va loin. Ça va très loin. Ils insistent. Vous avez, donc, chez les gaspis, elle est en train de bouffer de la glace, sûrement. Oui, ça pourrait être du Nutella, c'est pareil. Elle est en train de bouffer de la glace en laissant le frigo ouvert. Toute la chambre est en bordel. Enfin, c'est terrible. Alors que chez les écolos, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il est en train de travailler déjà. Puis en plus, il a un poster de Georges Brassens. Déjà. Voilà, il remplit ses verres avec les gouttes d'eau qui descendent du robinet. C'est fascinant, ils font tout bien, quoi. Vous pouvez remplacer Gaspi par Prolo, ça revient au même, quoi. Et même là-dedans, je veux dire, il y a des trucs... moi, ce qui me fascine, c'est ça, les panneaux solaires. J'ai rien contre, je veux dire, il y a pas... Mais genre comme si c'était un acte bon en soi. D'ailleurs, c'est comme le bio, il y a plein de trucs sur lesquels c'est des vraies conneries. Des conneries quasi industrielles. Le panneau solaire, ça reste un espèce d'objet de technologie, mais on ne veut pas les fabriquer chez nous. Du reste, on ne les fabrique pas chez nous. Parce que ça vous coûte une énergie, mais complètement stupide. Alors, ça c'est remboursé sur le temps, mais en attendant, si vous n'avez pas de charbon et pas de pétrole aujourd'hui, plus de panneaux solaires.
Enfin, moi, je suis assez fasciné par ça. Les énergies renouvelables, quand vous regardez, c'est des pépites d'high-tech. Mais en fait, les énergies renouvelables ont eu le mérite de réussir à réunir ensemble des écolos et des mecs ultra productivistes, en fait. Et on se retrouve avec ça. Et on va un peu le véhiculer, hein, malheureusement, comme image, parce que en 2019, on va avoir donc moi, j'étais plutôt chez Extinction Rebellion et Alternativa. On va avoir des militants climat qui vont essayer de se mêler un peu aux militants, en l'occurrence aux Gilets jaunes, et ça va se friter. Ça va se friter, ça va faire des scissions, et on va se retrouver avec une vraie image qui est tout à fait légitime, tout à fait méritée, qu'en fait on méprise complètement des classes sociales qui n'ont pas les moyens d'aller effectivement se dire « Ouais, j'achète mes tomates à 12 € le kilo, ça ne me pose aucun problème, elles sont pleines, terre, biodynamiques, que ne sais-je. » Bon. Après, il n'y a pas vraiment tout à jeter non plus. Il y a des trucs qui vont beaucoup me déranger là-dedans, mais il y a aussi des choses qui vont être assez intéressantes. Moi, déjà, rien que le fait d'être en fait au contact avec les gens. Moi, j'adorais être au contact avec quand on bloquait avec les militants climat. J'étais au contact avec la population, le public, pour essayer de calmer le jeu. Parce qu'il y en a 2-3, quand vous êtes en train de vous mettre vos armes lock sur la chaussée, ils sont à 2 doigts de se dire, bon, en vrai, il faut à peine le SUV, mais ça va. On peut rouler. Du coup, vous êtes là, normalement, pour essayer de dire, non, mais écrasez pas les gens, c'est pas sympa, vraiment, on peut discuter, et puis bon, ils sont prêts à discuter. Alors du coup, quand on discute avec eux, c'est très intéressant, donc on se retrouve à parler un peu de tout ça, avec des gens qui sont pas spécial, déjà qui n'ont pas envie d'en parler, hein, parce qu'à la base, vous les faites chier, et qui, du coup, sont un peu énervés contre nous. Alors j'entends des choses sympathiques, du genre, de toute façon, ces trucs-là, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, moi je connais un scientifique qui dit que, tu connais François Gervais, et autre joyeuseté dans ce genre-là. Je ne me lance pas dans des débats épistémologiques automatiquement, pas avec les gens dans la rue comme ça peut être long et compliqué. Puis la démarche scientifique, c'est complexe, tout le monde n'y comprend pas forcément grand-chose. Je vais me contenter de jouer la provoque pour ce soir, en rendant hommage au plus grand escogriffe de la catégorie, en disant, écoute, ok Raoult. Voilà. Vous en avez d'autres qui vont vous dire, non mais on n'est pas sûr, parce qu'après tout, on a toujours réussi à s'adapter. On a toujours réussi à s'adapter. Là, on est sur le même niveau que si je vous dis jusqu'ici, je suis jamais mort, je suis donc a priori mortel. Jusqu'ici, il n'y a aucun risque. Voilà. Ça fonctionne très bien, on est sur de très bons raisonnements. Ah, puis il y en a des classiques aussi. Mais tu sais qui d'autres étaient végétariens, avec vous qui essayez de faire la propagande pour arrêter de manger de la viande? Adolf Hitler. Celle-là, on s'en lasse pas. Ah, puis vous avez non mais, vous êtes en train de bloquer la BNP. Mais vous savez que la BNP, elle donne 10 millions d'euros chaque année pour l'inclusion des personnes trans dans les milieux professionnels. Et c'est très bien. Et je souhaite qu'elle continue. Mais je souhaiterais aussi qu'elle arrête avec ses 43 milliards d'actifs dans les fossiles. Et là, on est sur un problème d'ordre de grandeur entre les millions et les milliards. Il y a 2-3 personnes qui ont du mal à faire rien. Il faut s'imaginer donc 1 million de secondes. Combien de temps ça dure à peu près? Ça dure à peu près 1 million de secondes. Alors ça, c'est une réponse de mathématicien. Ça dure à peu près 10 jours. 1 milliard de secondes. Ça dure à peu près 33 ans. Les millions et les milliards, c'est pas pareil, quoi. On ne mélange pas normalement comme ça. Puis après, vous avez tous ceux qui vous expliquent qu'on va faire de l'efficacité énergétique, qu'on va faire de l'innovation à nouveau. Alors l'innovation, je l'ai toujours... En fait, on l'a toujours fait. On a toujours fait de l'innovation. Dès qu'on peut, regardez les téléphones. Il y a eu plein d'innovations entre les téléphones d'il y a 20 ans et maintenant. Est-ce que vous avez l'impression, admettons que ce téléphone soit 100 fois plus puissant qu'un téléphone d'il y a 10 ans. Avez-vous l'impression qu'on l'utilise 100 fois moins qu'il y a 10 ans? Et il y a plein de... Je veux dire, c'est très con et on a tout le temps ça. Le capitalisme va amener les gens à essayer de toujours innover, effectivement, mais pas pour rendre le même service à moins cher. Pas pour juste faire la même chose et s'arrêter. L'espèce de démarche de progrès, c'est des voitures toujours plus lourdes, c'est des téléphones toujours plus efficaces, c'est des nouvelles applications en continu. À aucun moment, on se dit, c'est assez confortable, on s'arrête. Et maintenant, on fait juste de l'efficacité. Mais non, vous en avez quand même pour vous dire, mais on va innover, on va faire de l'efficacité. On va réussir en fait à avoir la même chose en n'ayant pas les conséquences, en n'ayant pas les problèmes. Alors moi, j'entends un peu... Quand j'entends ces discours-là, ça me fait penser à ceci.
il est moustachu. C'est un chat. Ok. Vous noterez les progrès. C'est un chat. Oh, les yeux. Non, c'est un nuisible. Vous pouvez remplacer vos chats par des lapins. C'est l'alternative végétarienne au lapin, je trouve. Bon, vous avez donc votre chat. Il a une tête de méchant dans ce pion. C'est horrible. Le chat possède une propriété extrêmement intéressante. Tant que vous le jetez en l'air et qu'il est vivant, il retombe sur ses pattes. La tartine beurrée possède une propriété particulièrement intéressante aussi. Lorsque vous la jetez en l'air, elle retombe du côté beurré. Accrochez donc. Une tartine beurrée à un chat vivant. Jetez l'ensemble en l'air. Vous aurez donc a priori un dispositif qui ne cesse d'essayer de voir de quel côté il retombe. Il n'y arrivera donc pas et tournera sur lui-même. Il vous suffira donc, par innovation technologique, de trouver un système d'aimant que vous pourrez accrocher sur différentes parties de votre félin. Avec un stator que vous mettez autour, voilà, vous faites passer. Il faut maintenir le chat en vie. Hein, comme ça, et là, vous avez de l'énergie a priori à l'infini. Pour maintenir le chat en vie, on peut imaginer un projecteur de croquettes qui arrive à détecter. J'entends globalement ça quand on me parle d'innovation, parce que. Mais il faut imaginer qu'en fait, en matière d'innovation, on est très puissant. Vous avez le bikini connecté, qui est une véritable innovation, qui vous permet de savoir à quel moment vous avez trop cuit sur le côté et il faut vous retourner. Vous avez la robe connectée, la garde-robe connectée, qui vous permet de vous dire quelle robe vous n'avez pas portée depuis longtemps. Vous avez des tas de gadgets inutiles, des tas de trucs, enfin c'est des déchets en puissance. Évidemment, jamais vous recyclerez rien de ces trucs-là, et ça rentre aussi dans l'innovation. Du reste, j'ai l'impression que la partie innovante des entreprises et du capitalisme en ce moment consiste surtout à se barrer de tout ce qui va être taxes et compagnie. Ça, ils sont très innovants. Pour le reste, on en restera au chat et à la tartine. Bon. Du coup, je vais me battre un peu dans les militants climat. Ça va durer un certain temps parce que j'y suis plutôt bien, j'ai des copains. Et finalement, il n'y a rien qui change, c'est toujours les mêmes débats, c'est toujours les mêmes discussions. En interne, c'est toujours pareil. Ça se frite nucléaire, pas nucléaire, ça se frite véganisme, ça se frite avoir des enfants, pas avoir des enfants. Ça considère pas Jamais on va réussir à parler à des couches qui ne sont pas les nôtres en fait. On va rester entre nous, quoi. On va rester entre nous, on est en centre-ville et c'est très bien. Mais du coup, rien n'avance. Rien n'avance, et moi du coup, là-dedans, je vais me sentir quand même très seul, quoi. À essayer de chercher un peu une autre forme d'écologie qui soit un peu plus proche des personnes, un peu plus proche aussi de la campagne, parce que moi j'ai grandi dans la nature, j'ai grandi plutôt en montagne. J'ai l'impression que là-bas, l'écologie, elle consiste à débarquer avec un SUV électrique dans ton chalet dans lequel tu vas 2 semaines par an. Enfin, c'est pas très écolo, quoi. Bon. Mais moi, je respecte ce que tu fais, hein, mais par contre, je veux pas me sacrifier pour des gens qui s'en foutent. Et moi, je suis d'avis, on enterre 25 kilos de riz près d'un refuge en montagne, on se prépare si jamais ça pète, mais je veux pas me sacrifier. Après, on a la maison, quand même, on peut la réaménager, on va rester ensemble ici au moins pendant 10 ans, le temps que Fabien finisse sa scolarité. Bon, les gars, en vrai, allez, on pète ce mur, là, on refait la salle de bain, on se prend un mois tous ensemble, on travaille le jour, on joue à l'ordi la nuit. Pour les 18 ans de Fab, vas-y, on part un mois en Islande, juste tous les 4. Non, par contre, pas d'avion. Hein. Moi, ça fait pas. Pour moi, ça fait pas partie. Je veux dire, dans le voyage, il y a tout, le trajet, ça en fasse partie. Qu'on se fasse chier à 4 dans le bateau, c'est une partie de l'aventure. Seul dans la nuit, seul au milieu des gens, des visages, des figures qui se parlent en dehors. Je repars absent, les yeux dans les nuages, des étoiles sous les feux que personne ne reprend. Picole encore, vas-y bois ton salaire, oublie le sol et la pente qu'ils te feront grimper. Je veux battre le fer tant qu'il vit, tant qu'il hurle, parce que la vie c'est trop court pour s'écouter parler. Désert de pluie, la victoire en dedans, tellement solo dans des foutoirs immenses. Ni là ni absent, je lance un dernier regard. Dernier encart, interfère, vas-y. Je déserterai même les déserts, asservis lentement comme ils veulent. Dans les contretemps, sont la brise, nous la horde face au contrevent. Seul désert.
Qui la connaît celle-là? Ah. Alors, c'est un copain qui, en écoutant ma conf, me l'a proposé. C'est pas mal. N'hésitez pas à me partager vos musiques. C'est Lucio Bukowski, avec Armes. Et bon. Parce qu'en fait, je vais me retrouver très seul en fait, en montagne. Alors, vous me direz, tu t'attendais à quoi, Einstein? C'est-à-dire, tu pars te casser tout seul en montagne, tu te retrouves seul. Bon. Effectivement. Alors, je vais me barrer en montagne, mais je vais avoir plusieurs bonnes raisons de le faire. En fait, comme je vous disais, mon père voulait être apiculteur, je vais reprendre des ruches. Et je vais aller m'occuper d'elles en montagne. Ça va être sympa, je vais découvrir d'autres aspects, je vais devoir un peu plus sympathiser avec mes voisins aussi, qui sont là depuis pour certains des dizaines d'années, qui ont vu plein de choses, et c'est vachement cool. Je vais m'occuper de mon petit frère, qui était à l'époque au lycée, et qui, du coup même, je vais l'avoir en classe, puisqu'il s'avère qu'en revenant dans les Pyrénées-Orientales, je vais devenir prof. En fait, ça va être une vraie chute. À la base, j'étais ingénieur, je deviens chômeur, je passe un jour au RSA, puis je finis prof. Bon, en vrai, c'est le seul boulot qui, jusqu'ici, j'ai vraiment trouvé avoir été utile. Donc c'est un peu gratuit, je vous aime les profs. Mais du coup, je vais remonter dans les montagnes. Je vais me retrouver tout seul et très isolé finalement de tout ce qui va être lutte. Je l'ai un peu cherché. Mais il faut aussi voir que je suis paumé à cette époque. Moi, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout et en fait, là-bas, je vais malgré tout un peu interroger les gens autour de moi, essayer de comprendre... Mais en fait, comment ils voient un peu tout ce qui est militant écolo, comment ils voient un peu tous les gens qui viennent des villes. Alors moi, c'est un peu différent, tu vois, t'es parti pour faire tes études, tu reviens, on t'accepte. Mais de manière générale, quand on débarque avec des idées un peu écolo dans des milieux ruraux, on peut avoir 2-3 surprises. On peut avoir 2-3 surprises, dont une que je vais arriver assez vite, c'est les clichés sur les écolos. Alors des clichés sur les écolos, il y en a beaucoup. Des débats infaisables, type chasse et compagnie, sur lesquels ça part à l'émotionnel et à la foire à l'empoigne, ça va très vite. Il y en a plein. Et je vais comprendre aussi d'où ça vient tout ça. Il y en a ici qui lisent Le Point. Et là, c'est chez le dentiste, en l'occurrence, c'est chez mon généraliste, que je vais découvrir Jean de Carvisio de Carvesdoué. Double particule. Jean de Carvisio de Carvesdoué est quelqu'un qui en fait écrit des articles, il écrit des petits éditos, des petits billets d'humeur, on va dire, sur Le Point. Et il est génial. Pour vous le présenter, il est né en 1944 à Lannion, c'est un économiste de la santé. C'est un économiste de la santé, titulaire de la chaire d'économie de gestion des services de santé du Conservatoire national des arts et métiers, membre de l'Académie des technologies, directeur général des hôpitaux. Il a une formation, il est docteur en philosophie, et il est officier de la Légion d'honneur. Beau CV. Vous connaissez le point commun entre un anus et la Légion d'honneur? Les deux sont petits, rouges fripés, vous avez souvent une grosse merde derrière. C'est piqué à Pierre-Emmanuel Barré. Donc il écrit une dystopie où il se demande en fait à quoi ressemblera la France en 2026 après l'élection du terrible, de la femme, de l'ennemi du capitalisme, Yannick Jadot bien entendu. Donc que deviendra la France en 2026 si Yannick Jadot est élu selon un éditorialiste du Point? Le nombre de naissances est en chute libre 9 mois après que le Parlement français, à l'instar de la Chine, a voté une loi enfant unique pour limiter les gaz à effet de serre qu'accompagne le passage sur Terre des humains. Les aides sociales cessent d'être versées à la naissance du deuxième enfant et les parents doivent payer une lourde taxe et ne peuvent plus inscrire leurs enfants dans les écoles publiques. Je sais pas où il vit. Au demeurant, les menus végétariens sont devenus la règle, mais les familles et les enfants, comme au temps d'Henri IV, demandent du poulet au moins une fois par semaine. Du fait de l'interdiction des OGM, le coût des importations de coton a augmenté. La laine n'a pas non plus bonne presse, car on considère que tondre les moutons est une violence faite à ces pauvres bêtes. Dès 2021, le gouvernement a interdit les liaisons intérieures aériennes entre deux villes si elles sont accessibles par train en moins de 5 heures. On aurait pu dire 10. Comme la 5G est également interdite en France, tous les chercheurs, tous les créateurs, tous les bureaux d'études ont déménagé. Voilà. Bon, c'est comme ça sur 2 pages. Et la conclusion vaut quand même le coup. Le zéro pesticide a aussi fait la joie des poux. Il n'épargne plus les adultes. Les hommes se rasent.
Les femmes les plus coquettes tentent sans succès des décoctions à base de plantes. Et sur Internet, on trouve des tutoriels dont le fameux « Comment mieux s'épouiller que les babouins ?» Le Tour de France, banni de Lyon par son maire en 2020, a vu cette interdiction s'étendre à la France entière. Il s'appelle désormais le Tour d'Allemagne. La Marseillaise, trop belliqueuse, a été remplacée par un poème de Greta Thunberg. Avec pour fond sonore une bande reproduisant des cris de dauphins et des chants d'oiseaux. Mais heureusement, comme l'avait promis Yannick Jadot dans sa campagne en 2017, le cannabis est autorisé. On reste sur le point. Toutes ces difficultés se noient donc dans un brouillard psychédélique qui permet d'attendre le printemps. Quand ce que vous voyez, c'est les caricatures de posture, les caricatures de débat qui peuvent avoir lieu, enfin, forcément. J'étais en ville, j'ai été dans une grande boîte, j'étais dans une petite entreprise, j'ai tenté de bosser à l'Éducation nationale, j'ai tenté de plus bosser, de rester tout seul chez moi, j'étais en campagne, en cambrousse paumé. À ce stade, je suis vraiment assez paumé et j'ai plus vraiment beaucoup de solutions. Alors, quelle solution me reste-t-il ? Pas faire une conférence gesticulée, mais non, avant, voyons, il y a la quête de l'écologie intérieure. Me rapprocher un peu des énergies de la Terre et tout. Alors, je vais me retrouver dans un éco-village. Donc il s'agit d'un éco-forum sur l'éco-conception d'éco-projets qui a lieu dans un éco-village, qui est en Ariège. Bon, quand vous avez autant d'écho sans le moindre écho, ça fait sûrement d'écho. Et disons que ça va ressembler à un truc comme ça. Mais bonjour, je m'appelle Arnaud, je travaille à la Vallée à côté en tant que prof de physique. J'ai vu qu'il y avait un forum ici sur des éco-projets. Moi je suis à côté, je me dis ça peut être intéressant de voir et je venais... Le forum a lieu ici. Ah, c'est très joli, pas de débat. C'est quoi, c'est un monastère que vous avez, une vieille église que vous avez rénovée. C'est trop chouette. Mais le forum a lieu dans la grande pièce, là, où il y a juste le grand tapis indien en cercle et la bougie au milieu. Mais c'est un forum, c'est quoi exactement en fait, c'est un stage sur 2 jours. Ouais, c'est le même sujet, mais c'est une association de permaculture humaine. Bon, de ce que j'en ai vu, la permaculture, ça a l'air sympa. L'humain, de ce que j'en ai vu, ça a l'air sympa aussi. Ça va être cool. Donc, les autres sont en train de manger, ils ont endormi là. Ça dérange pas que je me greffe en cours de route. Bon, d'accord. Je m'assois, je vous attends. D'accord. Faut se tenir. Bon. Confortable coussin. Donc, ils disent rien. Ah, on va se saluer en se regardant droit dans les yeux, sans rompre le regard tant que l'autre n'est pas d'accord. Mais sans dire un mot. Bon. C'était long. C'était long. Alors, à la base, j'aurais dû venir avec mon petit frère, qui a eu la grippe ce jour-là, et heureusement. Et genre, moi je suis un caméléon, hein, ça va, je pouvais faire le clown en entreprise, je pouvais m'intégrer là. Avec mon frère, j'aurais jamais assumé. C'était au début de la journée, donc bon voilà, on casse les regards et tout, enfin, on se rencontre, d'accord, très bien. Après, on va faire des exercices, on va briser les murs énergétiques, ramener les énergies de la Terre à nous, faire des câlins aux arbres, on va ranger notre téléphone portable dans une boîte en plomb, parce que c'est dangereux les ondes électromagnétiques. Si jamais vous ne mettez pas de crème solaire, vous devez savoir. Normalement, les ondes électromagnétiques, c'est dangereux. Non, le plomb, c'est parfait. C'est naturel. Hein. Donc, non, je sais pas. Il va y avoir. Et puis, il y a quand même 2-3 morceaux de bravoure à base de. Donc, moi, à l'époque, je suis apiculteur. Hein. Enfin, j'ai beaucoup repris les ruches dans la montagne. Petite revanche personnelle, voilà. Et je me souviens à un moment avoir lancé le débat par rapport aux frelons. Parce que moi, j'ai des frelons asiatiques. Alors, ils ne montent pas jusque tout en haut, mais en bas, près de Perpignan, on se fait vraiment bien attaquer par les frelons. Sauf qu'à l'époque, les traitements chimiques sont interdits, donc on est là un peu à souffrir, et bon, moi, en l'occurrence, je me carapate en montagne. Et alors, il y a une meuf, une 50aine d'années, qui me pose une question que
à laquelle je m'étais jamais interrogé, c'est « Mais est-ce que tu as pensé à faire venir un chaman pour qu'il parle au frelon ?» Est-ce que on a un peu... Enfin, ça se trouve, il parlera au frelon pour lui expliquer qu'il te perturbe et qu'il fait des énergies négatives, et que du coup, ce serait bien qu'il aille se faire cuire le cul, moi j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, que le frelon aille ailleurs. Donc du coup, c'est une très bonne idée, mais c'était un peu cher pour une consultation par téléphone, donc j'ai pas forcément essayé cette option-là en premier. Mais bon, bref, c'est fascinant, puis on finit la journée en se massant mutuellement la queue le dos, en se disant des compliments sur... Enfin, non, mais ça peut être bien dans certains contextes, mais j'aimerais qu'on ait mis 2-3 bases, genre on est d'accord sur 2-3 concepts sur le capitalisme, enfin, on se connaît un peu, quoi, avant de se masser les épaules, et se dire qu'on est très heureux d'avoir croisé toutes ces belles âmes amenées ici par Pachamama, quoi. Bon. Je vais rentrer chez moi ce soir-là, après avoir pris moult notes sur mon téléphone, parce que à un moment, c'est un sujet d'anthropologie, quoi. Mais vous noterez que je suis pas beaucoup avancé, quoi. Je suis pas beaucoup plus avancé. Non, parce que fondamentalement, moi, je veux bien qu'il y ait besoin de peut-être faire moins de maths et moins de calculs économiques complètement cons, et de mettre un peu plus de philosophie, un peu plus de littérature. Je veux bien qu'il y ait besoin d'un peu de spiritualité, mais à un moment, on est peut-être allé dans l'excès inverse, quoi. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Donc là, je rentre chez moi. Hein. Je rentre chez moi dans ma voiture. Sans solution. Mais dans mes études, les gars te disent qu'en Alaska, il y a des esprits dans les arbres. Et c'est pour ça qu'ils ne les coupent pas, parce qu'ils respectent du coup leur milieu. Moi, je veux bien, hein, mais j'ai pas vraiment besoin d'avoir l'esprit de mon père dans la forêt d'à côté pour pas vouloir qu'on la rase pour construire des maisons pour les touristes, quoi. Ce qui me gonfle, c'est qu'on a échangé des prophètes de la technologie de Toulouse contre des gourous locaux. Mais putain, les ficelles sont toujours aussi grosses. J'ai rien contre tes nouvelles croyances, hein, mais tu vois bien que le nouveau compacta, il est tout pété. Il se passe quoi si les énergies, les ondes et compagnie, ils ont pas de chakra aligné? On fait quoi? On abandonne, on fait rien, on rentre chez nous? Tu te poses des questions, mais pour y répondre, y'a que le bruit d'une civilisation qui s'effondre et les discours enflammés des technoprophètes, sans personne qui puisse arrêter le chronomètre. C'est assez tragique, y a pas débat puisqu'on sauvera pas le monde avec des mathématiques. Mais les dés furent jetés quand nos parents choisirent de nous apprendre à compter avant d'apprendre à lire. Et les gens préfèrent les dealers d'espoir qui leur laissent croire qu'ils écrivent leur histoire. Vous serez jamais libre, alors aimez vos chaînes et allez donc danser sous ces éoliennes. La nouvelle croissance, elle est belle, elle est green. Perpétrer des crimes, récupérer des primes. Les panneaux solaires, c'est pas trop cher. Ça coûtera juste une ou deux calottes polaires. Mais personne veut retourner à la bougie, même si ça faisait quand même... Vous connaissez celui-là? C'est Zippo, celui dont je parlais au tout début. Faut être un peu accroché pour l'écouter, en général, mais il est vraiment très très bien. Bon, moi je suis perdu entre d'un côté des endormis et de l'autre côté des espèces de somnambules. C'est très bien, j'ai pas vraiment de solution. Et là il y a un truc qui me heurte dans cette histoire-là. Il y a un truc qui me heurte dans cette espèce d'histoire de tout ce qui va être ésotérique et compagnie. C'est le rapport un peu que ça peut entretenir avec la science, et le rapport que ça peut entretenir avec les connaissances climatiques. Moi, à la base, j'ai une formation scientifique. J'ai repris des études ensuite sur l'adaptation au changement climatique et vraiment la partie en sociaux de ces trucs-là. Dire, bon, j'ai 2-3 billes, mais là, je suis désarmé, j'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, et d'autant plus en parallèle, je vais vous reparler un peu de ma mère. Ma mère a une maladie grave, une maladie neurodégénérative sur laquelle on ne sait pas grand-chose. On ne sait pas grand-chose et il n'y a pas beaucoup de médecins, il n'y a pas beaucoup de cadres, quoi, finalement. Au tout début, je vous l'ai raconté tout à l'heure, ma mère va rester chez elle et va tenter, après la mort de mon père, d'essayer de reprendre le contrôle de la famille et d'essayer de faire de son mieux, de reprendre son rôle de mère et d'assurer pour nous, quoi. Elle voit bien que ça va être compliqué, elle voit bien que la place que mon père... bref, qu'il va y avoir besoin de prendre le lead. Mais elle est malade. Et elle est atteinte d'une maladie de Parkinson, et quand vous venez de perdre votre mari, plutôt, et quand, du coup, vous êtes dans une situation financière qui est compliquée, parce que mes parents ont toujours vécu endettés, vous êtes très rapidement anxieux. Et ma mère est devenue très anxieuse, et va être suivie en psychiatrie. Et moi, quand mon père meurt, je vais essayer de faire le lien, je vais essayer de parler au psychiatre, je vais essayer de parler au neurologue, et je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, en fait. Parce que autant avant, avec mon père, ils allaient voir un neurologue et un psychiatre tous les 3 mois, autant moi je suis en études à Marseille, et je reviens de Centrale j'essaye comme je peux tous les 2 mois,
mais je ne peux pas du coup être là pour suivre le traitement médicamenteux. Donc ce que je vais faire, c'est ce qu'a priori normalement tout le monde fait, c'est-à-dire je vais écouter les médecins, et je vais écouter, et je vais donner ma mère, entre guillemets, à la science, entre guillemets. En tout cas, je vais me fier à eux pour suivre l'évolution de la maladie. Alors, ça va au début pas trop mal. Moi, je suis ma mère, je vois qu'elle a des traitements, je vois qu'elle a des rendez-vous. On met en place, alors c'est un bordel logistique, vous imaginez bien, de coordonner le taxi avec l'assistante sociale du machin, avec de l'autre côté le centre médico-psychiatrique, avec le neuro qui est en bas. Enfin, c'est un certain bazar, mais on s'en sort. Premier hiver passe, ça se frite avec mes frères, c'est compliqué. Et en fait, ma mère, on se rend compte qu'elle ne peut plus vivre seule. Elle ne peut plus vivre seule, on a besoin de l'amener dans un foyer logement. Un foyer logement, une résidence qui n'est pas tout à fait médicalisée, mais où il y a quand même des gens qui tournent autour. Le deuxième hiver arrive, et elle voit bien que la situation lui échappe, elle voit bien qu'elle n'arrive pas à reprendre le contrôle, elle voit ses enfants partir, elle n'arrive pas à nous aider, ça la torture, et sa maladie continue d'évoluer, et elle perd de plus en plus ses capacités. Elle perd ses capacités jusqu'à ce que même la résidence dans laquelle elle était se dise on ne peut plus suivre, on ne peut plus évoluer, enfin, on n'est pas adapté. Elle envoie au SAMU qui évidemment l'envoie en hôpital psychiatrique parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Alors là, c'est l'hôpital psychiatrique, ils reçoivent une femme 57 balais qui est en crise mutique et qui a du Parkinson et qui a des antidépresseurs et ils font quoi? En gros, c'est soins sous contrainte. Je vais recevoir un appel qui va me dire écoutez, monsieur Ambalberg, voilà, votre mère est hospitalisée à Thuir, j'ai besoin d'avoir votre autorisation pour faire des soins sous contrainte, parce que donc c'est être attaché et puis avoir des médicaments un peu de force. Parce que de toute façon, si vous ne me donnez pas l'autorisation, je demande à la procureure et la procureure sera d'accord. Moi, je suis d'accord. Du coup, je suis d'accord, et là, ça va être la foire, parce qu'en fait, ils savent pas ce qu'ils font, et ils sont complètement en train de traiter les symptômes. Ils voient qu'elle est agressive, ils lui mettent des calmants. Ils voient que du coup, elle est complètement apathique, ils essayent de la rebooster en mettant des trucs, mais il n'y a aucune cohérence, il n'y a pas de suivi médical, il n'y a pas de lien avec ce qui se faisait auparavant, quoi. Et ça va mettre 1 an avant que j'arrive à faire, avec une astuce fascinante qui consiste à faire croire que vous avez une personne handicapée chez vous, parce que c'est sectorisé la psychiatrie. Vous êtes dans un département, vous ne pouvez pas en bouger. Du coup, d'un seul coup, ma mère, elle habitait chez moi et je ne pouvais pas la gérer. Du coup, elle était hospitalisée d'un seul coup à Toulouse. Bon, bref. Je me retrouve donc à essayer à ruser comme je peux pour avoir ma mère près de chez moi à Toulouse, pour pouvoir un peu plus la suivre et pour pouvoir accompagner les équipes soignantes, qui ne savaient pas ce qu'elle avait, qui ne savaient pas quoi faire. Bon, d'accord. Ils essayent tout. Ma mère perd complètement la mémoire. Elle perd l'usage de ses jambes. Elle va... En fait, je pense que sa mémoire va flasher parce que c'était super traumatisant comme époque, quoi. Super traumatisant, mais au bout d'1 an, ils changent un peu les médicaments, etc. Et ils arrivent à la faire sortir. Et là, c'est un peu le deuxième chapitre. Parce qu'on se retrouve avec ma mère qui a repris conscience, mais qui a perdu l'usage de ses jambes, et qui est toujours atteinte de maladies psychiatriques et de troubles neurologiques. Les médecins me disent, ça va aller, on a le traitement de Toulouse, très bien, vous pouvez la renvoyer en une famille d'accueil dans les Pyrénées-Orientales. Alors, je trouve une famille d'accueil dans les Pyrénées-Orientales, ça coïncide avec le moment où je me barre de Toulouse, et je vais dans les Pyrénées-Orientales, entre autres pour ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant 2 ans, elle va avoir une famille d'accueil qui est super sympa, qui va tout donner pour essayer de l'aider, mais qui n'aura jamais le tampon. C'est une famille d'accueil, c'est pas une infirmière, c'est pas une psychiatre. Elle verra bien les moments où ma mère va perdre en cognition, elle verra bien les moments où ma mère est en train de perdre les pédales, et tout ce qu'elle pourra faire, c'est solliciter le psychiatre, qui s'en branle royalement, très globalement, parce que il la voit a priori tous les mardis au CMP, il n'a jamais l'air de vouloir changer quoi que ce soit, ça a l'air d'aller. Je tente un peu tout. Le psychiatre en libéral, génial. 1 heure à essayer d'expliquer le problème, je refais tout ce que je sais de la situation depuis la mort de mon père, j'explique les différents médicaments, les différents traitements, tout. Au bout d'1 heure, le gars me fait écoutez, merci, au revoir. Mais vous voulez pas prendre ma mère du coup et essayer de suivre un peu mieux? Ah non, trop compliqué. Pourtant, avec tous les médicaments qu'elle enfilait, avec tout le matériel médical spécialisé qu'il y avait, mais elle vous en gérait du pile, hein. Elle en générait. Mais pas assez pour du coup, a priori, ce psychiatre en libéral. Ou peut-être c'était vraiment juste trop compliqué. J'ai l'éducation nationale aussi. Alors eux, c'est tous les 6 mois, il faut vérifier que ma mère est bien incapable de travailler. Parce qu'il y a besoin d'avoir le congé longue maladie renouvelé. Alors sinon, il y a quelques indices, hein. Elle est en famille d'accueil, elle est continuellement en fauteuil, elle a un handicap à plus de 80% selon la MDPH, je sais pas.
Elle prend des médicaments dans l'ordonnance, c'est renouvelé toutes les semaines. Ça peut être des petites pistes d'indices comme quoi elle peut pas retourner travailler auprès d'enfants de petite et de moyenne section. Mais non, à chaque fois, il faudrait que j'aille poser des jours quand je travaillais, puis que je prenne juste ma bagnole pour le reste, ou je la charge, j'emmène jusqu'à Narbonne, jusqu'à Montpellier, selon les différents endroits. On voit un médecin qui la regarde, qui fait « Ouh, ouais ». On est d'accord que je signe juste le papier et... Ouais, de toute façon, j'imaginais pas forcément avoir beaucoup plus, quoi. Ça aurait été dommage d'un seul coup proposer un suivi cohérent. Alors, ça va durer 2 ans, puis au bout de 2 ans, comme je vous disais, il va y avoir l'accoutumance aux médicaments, puis sa santé va complètement décliner. Ça va être un peu compliqué parce que la famille d'accueil qui était là depuis le début, qui était très aidante, très aimante, se retrouve petit à petit à être très conflictuelle parce que ça va plus. Et il n'y a pas vraiment de piste de solution. La psychologue ne dit rien, les infirmières ne peuvent pas faire grand-chose, le psychiatre est un abonné absent, et on fait du forcing avec mon oncle, le frère de ma mère, pour voir ce putain de psychiatre, qui était le seul habilité, le seul à avoir le tampon pour modifier le traitement de ma mère. Même le médecin traitant ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, on a un rendez-vous. Ce rendez-vous, il est génial, parce que vraiment, le gars va m'expliquer, écoutez, oui, votre mère, ça fait 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi qu'elle est dans le service, mais vous avez des gens comme elle, j'en verrai 2 dans ma carrière. J'en ai jamais vu d'autres. Ma carrière se finit dans quelques mois. Donc globalement, le temps que je devrais mettre pour essayer de la suivre, elle, je pourrais m'occuper presque de 20 personnes à côté. Et en fait, j'ai plus de 200 et quelques patients. Donc je suis désolé, mais votre mère, tant que les signes vitaux sont bons, tant que les prises de sang sont correctes, qu'il n'y a pas l'air d'avoir de soucis, on va la laisser. Et ils vont la laisser. Au moins, ça aura le mérite d'être franc. Hein. Au moins, ça aura le mérite d'être clair. À partir de là, j'espérerai plus rien. J'espérerai plus rien, et de toute façon, à partir de ce moment-là, sa santé va décliner. Ça va être de plus en plus compliqué pour la famille d'accueil qui finit elle aussi par appeler le SAMU qui l'hospitalise en urgence, l'hôpital de crise qui nous appelle en disant en gros c'est pas possible, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire d'elle, on n'a pas de solution et on va devoir trouver un EHPAD. Ma mère a 58 ans, on l'envoie donc en EHPAD, entourée de ce qu'elle appelle les blouses blanches qui la terrorisaient depuis un moment. Elle n'a jamais vraiment cru au système de médecine pour sa maladie, elle n'y croyait pas. Mais moi, il m'aurait dit ça plus tôt. Il m'aurait dit depuis le début qu'en fait, ils n'en savaient rien de ce qu'ils faisaient. On aurait tenté n'importe quoi. Enfin, moi, je l'aurais amené voir les éco-perchés d'Ariège, voir si câliner les arbres, ça faisait du bien. Enfin, n'importe quoi sur lequel elle y croit. Elle est à Lourdes, de la cailloux-thérapie, si ça les fait plaisir. Mais non, on va être prisonnier d'un système où les médicaments, ils vous rendent très dépendants. Vous arrêtez les médicaments, vous perdez toutes vos facultés mentales. Alors l'EHPAD va faire comme il peut, finalement ça va plutôt bien se passer, on est tombé sur un EHPAD humain, on n'aura pas eu ce drame-là. Elle va être hospitalisée une première fois, où les gars nous disent elle finira pas la semaine, elle finit la semaine, finalement elle repart en EHPAD. Il y a des aléas comme ça qui sont un peu... Je me souviens qu'à ce moment-là, quand elle est renvoyée en EHPAD, alors qu'il y a eu toute la cellule de crise qui s'était mise en place pour gérer entre guillemets la fin, je vais appeler la neurologue et je vais appeler le psychiatre. Alors le psychiatre, abonné absent, ça n'aura pas changé. Et la neurologue, par contre, elle va me sortir un truc genre, mais elle est encore en vie. Écoutez, vous savez quoi, nous on a fait tout ce qu'on a pu, maintenant c'est à la psychiatrie de gérer. À un moment, moi je peux rien faire de plus. C'est une neurologue, ma mère elle m'a dit de Parkinson. Elle fera rien de plus. 5 mois plus tard, ce qui devait passer se passa et ma mère va mourir. Ma mère va mourir donc dans une espèce d'indifférence assez générale du corps médical, qui aura bien fait appliquer les différentes étapes, qui aura bien regardé si les signes vitaux étaient bons, et qui se sera posé aucune question sur le bien-être, qui se sera posé aucune question sur est-ce que c'était utile de la maintenir en vie, plutôt que, je sais pas, la bourrée de médoc et qu'elle vive sa meilleure vie 1 an et qu'après ce soit fini, quoi. Ce sera non, plutôt une longue agonie qui durera 6 ans. Bon, pourquoi moi je vous raconte ce truc ? Ma mère, on lui a privé en fait sa capacité de détermination. En fait. Elle n'a pas eu le choix. Qu'une fois rentrée dans le système médical, elle a dû y rester. Il contrôlait rien, il ne savait pas ce qu'il faisait, et on a avancé. Puis à un moment, on a constaté que de toute façon c'était foutu, c'était trop tard, on restait là où on en était, puis on attendait la fin en prenant des palliatifs. Pour les questions écologiques, on est globalement sur la même démarche.
sauf qu'on sait à peu près, mais qu'on ne fait pas nécessairement grand-chose pour autant. On attendra d'être un peu sur les grosses crises pour effectivement passer sur des palliatifs qui s'appellent lacrymo-tonfa ou qui s'appellent, je ne sais pas exactement ce qu'ils arriveront à nous inventer. Quand ma mère va mourir, mes grands-parents, qui sont des gens qui nous ont beaucoup aidés, beaucoup soutenus, qui nous ont suivis pendant les 6 ans entre moi quand j'avais 20 ans et que mon père est mort, et un peu plus tard quand ma mère va mourir, ils ont toujours été là. Ils nous diront 2 trucs un peu bizarres. Le premier, c'est, Arnaud, maintenant, ça y est, Véronique est partie, ça devait arriver, tu vas pouvoir vivre, tu vas enfin pouvoir vivre pour toi. C'était pas tout à fait faux, parce que j'avais un peu organisé ma vie aussi par rapport à ma mère. Et ils me diront un peu plus tard, mais en fait, ce qui nous étonne, c'est que maintenant qu'elle est partie, un mois plus tard, maintenant qu'elle est partie, en fait, on a l'impression que t'en profites pas. Quand on compare un peu à tes cousins, on a l'impression que vous avez un mode de vie, toi et tes frères, vous êtes un peu triste, on dirait que vous n'êtes pas heureux, que vous n'en profitez pas vraiment. Ouais, c'est facile d'en profiter. C'est facile d'en profiter, c'est confortable en plus. Puis c'est pas notre faute à nous on fait que profiter, prendre les magasins, on prend, je veux dire, y a pas... Et à la fin, on dira merci qui ? Des médias médisant de la haine en dépliant, et leurs potes vendeurs d'armes prétextant qu'ils ont des clients, des carcasses de gosses qui pourrissent en silence, de la chair sur un os pour ces chiens de la finance. Ils vont finir l'assiette en 2-3 coups de langue et on va bien se le prendre ce putain de boomerang. Il y aura 1 milliard d'empreintes digitales dessus. Dans les tiennes, je sais, t'es déçu. Pas la peine de chialer que t'as pas choisi ça. Allez, prends ton salaire, fais tes achats FISA. Voilà ton destin, non tu seras pas Midas, ta seule couronne elle sera sur tes sapes Adidas. Maintenant, regarde tes mains mon frère. Si, je t'assure qu'il y a du sang dessus, même si tu sembles sûr du contraire. Il y a du sang sur la bouffe qu'on importe par tonne et il y en a plus sur tes choses que ton empreinte carbone. C'est des geysers de sang qui jaillissent des plateformes et c'est du sang qui dégouline de ton putain de smartphone. Toi tu fais tes bails. Bah ouais, que Dieu te pardonne, entre la sienne et celle des hommes, ta morale slalom. On est né du bon côté de la planète, pas de bol pour les autres, on leur prépare un continent de plastoc. C'est toujours Zippo. Mais j'ai pas vraiment répondu ça parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis ouais, voilà, ils sont vieux, ils en profitent. Et pourtant, le symbole aurait été super beau, quoi. D'avoir des vieux qui viennent, qui comprennent déjà un peu l'angoisse que ça peut être, puis qui viennent et qui... Enfin, je sais pas si dans les manifs, dès qu'il y a des blocages, quand vous avez des vieux, c'est génial. Déjà, les flics ont peur de les casser. Et puis pour le symbole, enfin, je sais pas, il y a... Pas tous. Ils les cassent. Mais non, mais je sais pas, parce que mon papy... Je comprends la préoccupation, je comprends le souci, mais je me fiche bien de cette espèce de bonheur en plastique et de tous ces plaisirs un peu tristes qu'on peut avoir, qui ont toutes ces conséquences et qui sont appuyés sur des trucs dégueulasses. Mais c'est pas ça que je voulais. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir du temps. Avoir du temps pour m'occuper de mes frères. Avoir du temps pour ne pas avoir à sous-traiter la gestion de ma mère. Ça aurait été avoir du temps pour mieux rencontrer mes voisins. Ça aurait été avoir du temps pour m'occuper des abeilles avec mon père à l'époque. Ça aurait été de pouvoir un minimum plus vivre avec, je sais pas, de vivre en ayant un tissu local plus fort plutôt que de vivre principalement avec Internet pour les gens que je vais fréquenter. Ça aurait été, tellement de choses que je pouvais revendiquer, mais pas juste aller faire des allers-retours à s'amuser à jouer au petit néocolonialiste dans des hôtels de luxe. C'est pas ma définition d'effectivement d'être heureux, quoi. Donc oui, on paraît peut-être triste à leur point de vue. Ouais, c'est ce mode de vie que je trouve triste. Je me fiche bien d'avoir des systèmes productifs compensés de la destruction bioéthique ou du consumérisme éco-responsable ou bio-local. Il n'y a pas de transition écologique, c'est une accumulation. C'est au mieux neutre en carbone, c'est absolument pas social, pas solidaire. On change tout pour que rien ne change, on se demande comment, on se demande jamais pourquoi. Que dites-vous? C'est inutile? Je le sais. Mais non, on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. La dignité du présent est ce qu'il nous reste de plus sûr face à l'improbabilité de victoire future de plus en plus hypothétique à mesure que notre civilisation change.
furieux sentiment d'impuissance me terrasse, me vide de ma substance à mesure que le temps passe. Je n'ai pas choisi le wagon, ni même la direction, et je m'enfonce tout droit dans ce tunnel funèbre en perdition. Une odeur putride plane et lacère l'atmosphère. J'ai la rétine choquée devant le charnier à ciel ouvert. Je ne me reconnais pas dans ce monde, je n'y trouve pas ma place, et je suffoque perdu dans le dédale des couloirs de l'angoisse. Ce train n'a ni queue ni tête, il roule à vive allure et écrase tout sur son passage. Moteur au bord de la rupture, à l'intérieur c'est la panique, les neurones court-circuitent. Ça va trop vite pour établir, on connaît tous la suite. Maudit soit la race des puissants, aiguilleurs du chaos, leurs instincts suicidaires et leur penchant pour l'échafaud au point des lèvres. Toujours cette arrogance, ce petit rictus, mais ils oublient que pour eux aussi il n'y a qu'un mur comme terminus. Arrêtez ce train, arrêtez ce train, je veux descendre, arrêtez ce train. C'était le dernier qui a. Ouais, c'est la canaille. Arrêtez ce train. Bon, je vous ai posé plein de problèmes, je vous ai pas donné beaucoup de solutions. Lourd est le parpaing de la réalité sur la délicate tartelette aux fraises de nos espérances. Je vous ai pas donné je vous ai pas donné de solution, mais bon, vous avez compris. Moi, ma conférence, en fait, d'une certaine manière, elle est aussi un peu sur le deuil. Elle est sur le deuil parce que moi, avec ma famille, on a dû se réorganiser et retrouver de nouveaux critères de succès, de nouveaux critères pour lesquels on était heureux de se retrouver. Passer de l'imaginaire, j'imagine, enfin, je ne sais pas ce que nos parents nous auraient souhaité directement, je n'ai jamais vraiment pu échanger avec eux sur ces trucs-là, mais passer en tout cas de cette espèce d'idée du bonheur stéréotypé que mes grands-parents, eux, avaient, pour en reconstruire une autre qui nous intéressait. Retrouver du sens, d'avoir les liens tous les quatre ensemble dans la maison de la famille, qu'on aura finalement complètement transformé et qui nous ressemble à nous maintenant. On a dû se réorganiser, on a dû se redonner des nouveaux objectifs, des nouveaux pourquoi, en fait. Et en fait, tous ensemble, il y en a un autre de deuil qu'on va devoir faire. C'est celui de ce monde. C'est celui de ce monde parce que on s'en sortira pas avec les efficacités, l'énergétique, avec les transitions écologiques et trucs comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est globalement inefficace. Ça fait que perpétuer la machine. Je veux dire, chaque année, ne nous y trompons pas, chaque année, le problème est pire que l'année d'avant. Il y a toujours plus d'émissions. Il y en a toujours plus. C'est pas on diminue trop lentement, c'est on continue d'accélérer. Il va falloir faire un deuil de ce monde. Et comment on va le faire ? Il y a un peu tout le débat qui est là. Voilà. En tout cas, il va falloir redéfinir un peu pourquoi on vit ensemble, pourquoi on fait ce qu'on fait. Il va falloir se demander plus pourquoi et se demander un peu moins comment on fait. Alors, on sait ce qu'on perd. Moi, mon avis, c'est qu'on perd pas grand-chose. Enfin, c'est pas très grave. C'est des plaisirs tristes, c'est des trucs on s'en fout, c'est des déchets en puissance, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, ils nous l'ont déjà pris. L'essentiel, on nous l'a marchandisé. L'essentiel, le fait de bien vivre, le fait d'avoir des relations sociales qui soient riches, le fait d'être... Aujourd'hui, c'est juste consommer. C'est pas vraiment... Moi, mon avis, c'est que c'est pas vraiment être heureux. Pas juste dans une certaine limite. En tout cas, dans une certaine limite. Alors, on va retrouver, je pense qu'on va retrouver l'essentiel, le temps, les voyages, ça prendra peut-être un sens complètement différent. Mais va falloir en discuter. Il va falloir en discuter parce que de toute façon, c'est pas des petits militants climat qui vont vous expliquer à des gens qui galèrent effectivement que à partir de maintenant, vous allez être heureux de ne pas partir en vacances à la mer et vous allez faire à la place autre chose. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Et comment on va faire ? Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de faire de l'intelligence collective. Et moi, mon exemple, le seul que j'ai qui me raccroche un truc, que je me dis au moins il y a un vrai espoir, c'est quand on regarde la Convention citoyenne pour le climat. Vous prenez 150 gus, au hasard à peu près, dans l'ensemble. Dans l'eau, il y en avait forcément qui étaient gilets jaunes. Parce que je dis aux sympathisants gilets jaunes. Vous en prenez donc ces 150 gars, vous les faites réfléchir aux questions écologiques, vous les formez sérieusement sur tous les trucs que je vous ai dit là, un peu en jouant, un peu en ordre de grandeur, un peu en déconnant. À la fin, ils vous sortent quoi ? Ils vous sortent de diminuer la vitesse sur les autoroutes. Non mais énergétiquement, c'est indiscutable. Hein. Mais qui comprend qu'effectivement, c'est un truc qu'il faut faire d'un point de vue énergétique ? Enfin, si vous prenez 150 gus qui n'ont pas une formation physique, il n'y a aucun moment ils vous disent ça. Ils vous disent ce truc-là, ils vous disent relocaliser l'alimentation, ils vous parlent de plein de trucs qui sont très intéressants. Et même, ils se sont auto-censurés. Il y a un truc qu'ils voulaient dire, qu'ils n'ont pas dit parce que ça passerait jamais, c'est la décroissance. Non mais, c'est quand même bluffant. Qui parle de décroissance dans ce pays ? Je veux dire, c'est un truc... Vous les interrogez tous à gauche, personne ne vous parle de décroissance. Vous avez bien 2-3 allumés dans des antennes un peu parallèles de gros partis, mais c'est très minimal. Et là, vous prenez 150 personnes et leur consensus, c'est qu'il faut partir vers de la décroissance.
Non mais je veux dire, ça donne de l'espoir, enfin, j'ai l'impression. Donc je sais pas, voilà, réussir à mettre les gens ensemble pour qu'ils discutent, et puis aussi voir les conséquences de nos modes de vie. Parce que tous ces trucs-là, tant que c'est loin de chez nous, il n'y a pas de souci. Si on avait d'un seul coup, chez nous, des mines à ciel ouvert, de charbon, si on avait la métallurgie, tous les procédés polluants dégueulasses qu'on envoie à l'international, si on avait ces trucs-là directement chez nous, et on les a. Enfin, on pourrait extraire des minéraux chez nous. Peut-être qu'on relativiserait le besoin urgent qu'on a de changer d'ordinateur tous les ans ou de changer de téléphone tous les 2 ans. Évidemment, tant qu'on a juste des produits sous plastique qui sentent bon le neuf quand on les reçoit, pourquoi se poser des questions? Bon, moi je considère qu'en tout cas on va perdre certaines choses, et c'est pas très grave, on peut toujours se poser la question de son sens, comment on transforme ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on abandonne et qu'est-ce qu'on garde tel quel. Et puis ça veut pas forcément dire que ce sera malheureux, quoi. On va juste switcher notre standard de, je sais pas, est-ce qu'on évaluera être en meilleure santé? Est-ce qu'on évaluera avoir une vie sociale plus riche? Est-ce qu'on évaluera avoir un tissu économique plus solide, qui ne soit pas complètement pété au premier cargo qui se bloque dans le canal de Suez? Il y a plein de choses à réfléchir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, bon, quand on le présente comme ça fait un peu fin du monde. Fin d'un monde, en fait. Et ça tombe bien, c'est un monde sur lequel on n'était pas vraiment invité. C'est la fin de leur monde. C'est la fin de leur monde, et il va falloir se battre avec ça. Il va falloir se battre contre eux parce que vous avez des laquais, des gens qui aimeraient vraiment être à leur place. Et c'est dur de parler avec eux. Ça va être la fin d'un monde qui marchandise et qui profite de nos frustrations et de nos malheurs. Ça va être la fin d'un monde de gens qui ont des armes également de distraction massive et qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour réussir à nous garder comme on est là. Mais c'est nécessaire, et c'est pas forcément... c'est nécessaire et c'est pas forcément perdu. À qui on le fera par contre? Parce que vous en avez plein qui sont des faux alliés, vous en avez plein... moi je pense que ceux avec qui on le fera, c'est ceux qui vivent déjà mal le monde actuel. C'est ceux avec lesquels finalement avec les militants climat on n'a pas réussi à se mélanger. Dans ce monde, vous avez plein de gens qui souffrent, ils croulent de richesse, mais ils les distribuent tellement mal. C'est avec ces gens-là, que ce soit sur des luttes qui sont par rapport aux questions de genre, que ce soit sur des luttes qui sont par rapport à des questions qui moi m'échappent, que j'ai pas à vivre, que j'ai pas des oppressions que moi je vis. Ces gens-là veulent inventer un nouveau monde, et je pense qu'il va falloir véritablement les avoir avec nous, parce que sinon on sera condamné à laisser ça à des ingénieurs, ils vous régleront ça à coup d'efficacité énergétique et autres flexibilisation de la demande. Bon. Il y en a à combattre, il y en a beaucoup à rallier, et du coup, je sais pas ce que vous avez prévu de faire, mais il y aura peut-être des tensions là qui vont réapparaître dans pas longtemps. Moi, j'y crois pas que ça va rester calme. Il va peut-être falloir réussir à aller les rejoindre et réussir à leur parler des questions écologiques, réussir à comprendre aussi pourquoi ils sont là où ils sont et les galères dans lesquelles ils vivent pour réussir à inventer un monde ensemble. Parce que de toute façon, c'est pas avec les autres qu'on le fera. Et pour la dignité du présent, pour faire ce qu'il y a à faire, même si c'est peut-être avec peu d'espoir. Alors, je vais conclure sur les mots d'Ayam. À défaut d'argent, putain, donnons du temps. Dans nos bouches, le mot liberté devient insultant, car c'est les soldats qui le portent et non plus le vent, comme si le monde était peuplé de cruels sultans. Mécontent des schémas qu'on nous propose, je cultive maintenant les roses dans mon microcosme, mesure les dégâts minimes que mon micro cause. Ça ne peut qu'aller mieux, alors j'attends la fin de leur monde. Ok, karaoké.